Ça, c'est toute actualité, mon cher Jacques Liwaleno. Éducation, vous dites flop pour la grève du SNE. Qu'est-ce qui se passe? Le syndicat national de l'éducation, mais également la FSPE et une branche du SLEG avaient appelé depuis quelques jours maintenant à une grève. C'était au lendemain de la signature de ce protocole d'accord entre le syndicat d'une part et puis le patronat et le gouvernement guinéen. Il y a eu quelques points d'accord qui n'ont pas plu à ce groupe de syndicats qui appartiennent quand même à des centrales comme la CNTG, l'USTG, l'ONSLG, l'ensemble des centrales en tout cas qui sont répertoriées en Guinée, qui sont reconnues au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. Pour parler notamment des accords principaux, il y a le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti. La demande du syndicat, c'était d'avoir un SMIG à hauteur d'1,5 million. Finalement, autour de la table, ils ont obtenu 500 000, donc une hausse de 550 000 je crois, parce que c'était 480, non, ça a plutôt été arrondi à 500 000 finalement, c'est que les autres jugent un peu bas. Et puis par rapport à quelques primes de transport, primes de logement, ils avaient demandé quand même des montants faramineux qui n'ont pas été acceptés par le gouvernement. Bien qu'ayant été représenté, parce que si vous appartenez à une centrale, il faut bien dire que vous avez été représenté soit par la CNTG ou alors par l'USTG. Ce groupe de syndicats a décidé, n'est-ce pas, de maintenir la pression sur le gouvernement pour obtenir gain de cause. Ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'hier, effectivement, à travers le constat qu'on a fait ici à Conakry, il y a la majorité des écoles qui ont fonctionné normalement. Il y a quelques écoles où quelques enseignants s'étaient absentés, puisque le SNE s'appuie quand même sur des enseignants contractuels. Des enseignants contractuels à qui le gouvernement promet une intégration à la fonction publique, mais par voie de concours. Pour le SNE et d'autres syndicats qui s'associent à ce mode de grève, il ne faut pas organiser un concours pour recruter ces contractuels qui ont déjà travaillé durant des années pour l'école guinéenne et qui ont prouvé, selon eux, une certaine compétence à pouvoir dispenser des cours. Et ils proposent à la place d'un concours une évaluation pédagogique en classe, que des inspecteurs viennent et qu'ils évaluent les enseignants en situation de classe. Est-ce qu'ils ont la pédagogie pour conduire les cours? Est-ce qu'ils ont la maîtrise de la langue? Est-ce qu'ils maîtrisent même la salle? Ils maîtrisent les disciplines qu'il dispense, autant d'éléments d'évaluation qu'on pourrait mettre en place à partir de quelle appréciation on pourrait les retenir tout simplement. Alors que pour le département, tout naturellement, il faut organiser un concours. Le ministère du Travail et de la fonction publique exige quand même un concours et ce n'est pas nouveau ça. Depuis le régime Condé, on a décidé que le recrutement à la fonction publique se passe par voie de concours, même si les concours n'ont jamais été si vous voulez, organisé de la plus belle des manières. Parce que la crainte du syndicat, c'est d'avoir un concours, au lieu que ce soit des contractuels qui soient privilégiés, que d'autres qui n'ont pas encore exercé dans l'enseignement s'invitent là-dedans et puissent avoir ce concours. Peut-être à cause de leur intelligence d'une part, mais d'autre part à cause des magouilles qu'on a souvent constatées dans l'organisation du concours. Parce que c'est ce qu'ils reprochent au gouvernement. On organise un concours, mais on permet à ceux qui n'ont pas la qualité d'intégrer la fonction publique à travers donc le métier de l'enseignement, et après quelques années de service, ils quittent l'enseignement pour aller dans d'autres services. Donc on recrute, il y a ce chiffre que Pépé Balamo brandit souvent, qu'on a recruté, je sais pas si c'est 9000 enseignants, et puis on constate qu'il y a encore un besoin d'enseignants équivalents au nombre qu'on a recruté. C'est comme si des personnes qui ont été recrutées n'ont pas servi dans l'école finalement. Donc ils essayent de dire il faut organiser le concours pour ceux qui veulent véritablement enseigner, donc s'appuyer sur les contractuels. Maintenant, à travers le constat qu'on fait, il y a deux choses qui se dégagent. Ils essayent d'organiser, d'amener les enseignants à ne pas aller à l'école
pour faire pression sur le gouvernement, évidemment. Sauf que de l'autre côté, ils essayent ils sont victimes aujourd'hui de ce qu'ils ont fait hier à Souma. Parce que lorsque Souma se battait pour ces fameux 8 millions de francs guinéens pour chaque enseignant, ils font partie de ces syndicats qui disaient aux enseignants, allez-y en classe. Aujourd'hui, ce qu'il faisait hier, c'est ce qu'Aboubacar Souma fait. Et ils disent aux enseignants, ne partez pas en classe. Le trouble. Aboubacar Souma dit, partez en classe. Et il n'est pas seul. Ce qui est curieux dans ça, c'est qu'il est avec Kadia Touba. Kadia Touba qui conduisait l'autre branche du SLEG. Donc qui le combattait farouchement, donc qui appelait avec le SNE et d'autres structures syndicales des enseignants à aller en classe, ne pas répondre à l'appel, au mot d'ordre de grève d'Aboubacar Souma. Kadia Touba est avec Aboubacar Souma. Et ils ont avec eux le SNAISUR qui gère, n'est-ce pas, le syndicat du supérieur, les enseignants du supérieur. C'est pourquoi à ce niveau, il n'y a pas de trouble. C'est seulement au niveau du préuniversitaire qu'il y a, n'est-ce pas, des soucis. Comme quoi, le syndicat ou bien les syndicats de l'éducation auront du mal à retrouver l'unité d'antan. Oui, c'est bien dit, mon cher Jacques Lewa. Allez-y, madame. Vous savez, c'est une question de mobilisation. Et ce qui fait mal, c'est le fait de combattre pour des intérêts personnels. Je pense qu'il faut se battre pour les enseignants. Je pense que c'est une guerre de personnes en fait. C'est une guerre d'ego. Quand vous les écoutez, quand vous écoutez Pépé Balamou parler d'Aboubacar Souma, vous avez l'impression que c'est une guerre de personnes. Et les enseignants n'ont pas besoin de ça. Les enfants, les élèves n'ont pas besoin de ça. Les grandes guerres. Il faut sortir de cette guerre d'ego. De toutes les façons, ce qu'on constate, c'est que ceux qui ont appelé à la grève ne pèsent pas suffisamment parce que les cours continuent sur le terrain. Et de l'autre côté, on a vu... Parce qu'il faut rappeler que maintenant... Tout dépend de la détermination, en fait. Bakar Souma, avant cette grève, qui connaît ça, Bakar Souma? Personne. En termes de mobilisation, avec Bakar Souma, il n'y a rien à dire. En tout cas, jusqu'à maintenant, avec les problèmes qu'il y a eu, cette question pour lui d'aller à la retraite et tout, en termes de mobilisation, à un moment donné, je pense que le combat a été sincère pour les enseignants. Justement. Je pense qu'il faut savoir raison garder. S'il y a des revendications à faire, il faut les faire. Après, à un moment donné, il a perdu le nord, hein, à Bakar Souma. À un moment donné, il faut savoir, s'il y a des revendications, les porter de façon légale, de façon légitime, sur les règles en la matière. Parce que pour aller en grève, il y a des procédures à suivre. Exact. Il y a des procédures à suivre, sans oublier qu'il y a le terme, il y a la mobilisation, il y a la base qui compte. Si vous n'êtes pas suffisamment installé, vous n'avez pas suffisamment de représentativité sur le terrain, vous ne pouvez pas amener les gens à la grève. Et puis si les gens ne se retrouvent pas dans ce que vous dites, ils ne peuvent pas vous suivre bêtement juste pour vous suivre. Exact. Je pense qu'il faut mettre en avant le besoin des enfants parce que l'année tire vers sa fin, bientôt les examens. Je pense que si vous savez que le combat que vous menez n'est pas vraiment sincère, il faut savoir raison garder et faire attention pour ne pas perturber cette année scolaire. Et je pense que moi je me pose des questions sur la légitimité de ce combat qui est en train d'être mené. Le recrutement, oui, il faut le faire, mais est-ce que c'est interdit pour quelqu'un qui est contractuel de passer un concours? Si vous avez le niveau qu'il faut, parce que vous vous rappelez des gens qui ont été recrutés ici quand Bakar Souma a dit d'aller en grève, qu'on a mis en classe des militants qui ont été envoyés en classe, qui ne pouvaient même pas vous construire une phrase simple, qui ne pouvaient pas dire un mot aux enfants en classe. On n'a pas besoin de ça. Une personne comme ça doit passer par un concours. Et si la personne n'a pas le concours, elle ne peut pas passer. On ne peut pas prendre quelqu'un juste parce que oui, tu as été utilisé. Parce que c'est ce qu'on fait le plus souvent pour diviser les gens dans ce pays. C'est ce que les pouvoirs publics font pour diviser et syndicats et société civile. Et on utilise des personnes. Je pense que ces mêmes personnes-là ne devraient pas accepter d'être là en pareille circonstance, surtout si c'est dans le domaine de l'enseignement. Parce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui sait quand même, ne serait-ce qui doit avoir la pédagogie. On ne peut pas parachuter n'importe qui en classe. Si vous n'avez pas la pédagogie, vous n'avez pas étudié suffisamment pour pouvoir enseigner les enfants. C'est ce qui est en train de tuer l'éducation guinéenne. N'importe qui peut, même une vendeuse de bonbons peut se retrouver en classe. Pourvu que tu sois là, que tu dises aux enfants, assis debout, levez-vous, calmez-vous, taisez-vous. C'est tout. Et ça ne marche pas. Je vous jure. C'est ce qui est en train de tuer l'éducation. Il faudrait mettre des gens qui sont capables vraiment de tenir une classe. Tenir une classe suppose que vous avez reçu une bonne formation, que vous avez fait de la didactique
didactique, de la pédagogie pour pouvoir tenir une classe. C'est pas de l'amusement, l'enseignement. C'est bien dit. Moussa Yoroba, mon cher Diba, vous avez suivi cette actualité aussi. Évidemment, vieux Diba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour Bienvenue. à tous. Merci. Voilà. Levez-vous. On va dire, asseyez-vous. Les grandes gueules. On sait qu'elle connaît. Oui, évidemment, elle est enseignante. Hein. Voilà. Alors justement, il faut se poser la question. La politique s'est invitée partout. Hein. Oui, partout, et c'est un conflit d'intérêts qui est en train de se passer. Parce que n'oubliez pas qu'il y a d'abord les arriérés par rapport aux subventions. Sur les 4 années, d'abord qui restent impayés, 500 millions ont été payés lorsqu'il s'est agi de négocier, bien avant que le SNE et tous les autres nous déclenchent cette grève. Et donc, il reste aujourd'hui 12 milliards. Alors, vous savez, 12 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, il y a des factions qui se forment autour de la CNTG, de l'ESTG, notamment de Diallo et de tous les autres, de Camara, pour voir comment, en tout cas, ces clés de répartition vont se faire. Sauf que la CNTG, on sait que souvent, se fait la part belle. Maintenant, il y a un problème d'argent. Et l'autre côté aussi, ce sont les positionnements. Ce qui est en train de se passer, est-ce que SNE et tous les autres devraient déclencher cette grève? Oui. Ils sont dans leur droit parce que c'est consacré quand même par nos lois. Si vous n'êtes pas d'accord avec des points, c'est tout à fait normal de vouloir se faire entendre, de déclencher. Maintenant, sur toute l'étendue du territoire national, on peut dire globalement, le mot d'ordre n'a pas été suivi, même si j'ai suivi un reportage qu'à Cancan, quand même, de ce côté, le mot d'ordre a été suivi. Il y avait beaucoup de classes là où les enseignants ont oublié par leur absence. Donc ça, il faut le noter. Maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? C'est qu'ils s'adossent un peu sur l'article 100 du statut particulier de l'éducation qui stipule que l'échelle des traitements, par exemple pour les enseignants, pour les chercheurs, doivent être revues à la hausse en fonction du coût de la vie, ou par exemple de l'élévation du niveau de vie national, ou une hausse générale des salaires et des traitements. Ça, c'est une loi qui est prévue dans ce sens. Et donc, ils se sont adossés à l'article 100 du statut particulier de l'éducation. Alors, aujourd'hui, si nous regardons le coût de la vie, effectivement, il y a quand même des problèmes de logement, le pouvoir d'achat. Les Guinéens ont perdu leur pouvoir d'achat et ça fait aussi tache d'huile, ça touche aussi les enseignants. Donc, ils estiment qu'aujourd'hui, en fonction du coût de la vie, qu'on pourrait quand même demander une amélioration. Alors, c'est ce qui s'est fait à l'occasion de la rencontre entre l'intersyndicale, mais aussi le ministère de la fonction publique et les départements sectoriels. Sauf que, à l'issue de cette rencontre, pour cette plateforme, c'est la montagne accouchée d'une souris, parce que ce qu'ils ont gagné, ils estiment que c'était insuffisant par rapport aux projections qui ont été faites depuis des années. 25 000 francs sur l'augmentation, par exemple, sur prime de crédit et tout. Ils pensent qu'il faut aller vers un relèvement. Et dans leur plateforme revendicative, ils parlent surtout, si vous regardez un peu ce chapitre, ils parlent par exemple de la prime de crédit, qui est actuellement à 100 000 francs. Donc, eux, ils estiment qu'il faut aller en parlant de la prime de crédit à 400 000 francs guinéens. Au niveau, par exemple, de la prime de préparation, ils parlent de 80 000 actuellement. Actuellement, c'est 80 000. Et eux, ils demandent aujourd'hui 320 000 francs. Mais ce qui a quand même attiré mon attention, l'ami, c'est par rapport un peu aux primes de responsabilité du directeur adjoint d'une école, qui est de 10 000 francs actuellement. Waouh! 10 000 francs guinéens. C'est quand même insignifiant. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un conflit d'intérêts dans le secteur de l'éducation, mais il faut comprendre aussi ça, par exemple, c'est une prime de responsabilité d'un directeur adjoint d'école qui prend 10 000 francs. Et eux, aujourd'hui, demandent à ce qu'on révalorise pour aller à 150 000 francs. Conseiller à l'éducation prend 10 000 francs. Ils demandent aujourd'hui à ce qu'il y ait 150 000 francs comme élévation. Pour un conseiller à l'orientation, il prend 10 000 francs actuellement. Et plus loin, prime de responsabilité du directeur d'école, c'est 40 000 francs. Le proviseur, prime de responsabilité pour un proviseur et principal, c'est 40 000 francs. Vous imaginez un proviseur d'un établissement scolaire? Je pense que c'est quand même insignifiant. Je suis d'accord, on va dire, vous avez combien d'écoles sur toute l'étendue du territoire national? Si on fait la sommation, c'est beaucoup d'argent. Mais je pense que ça, il faut qu'on pose ce débat-là. Il y a aujourd'hui un besoin de revaloriser, même si on a une économie assez exsangue aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans une crise économique. L'État ne peut donner que ce qu'il peut gagner. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi écouter cette partie de l'intercentrale syndicale. Et plus loin, c'est les primes d'encadrement, par exemple, qui sont aujourd'hui à 32 000 francs. Et sans compter que le censeur d'un directeur, vous imaginez, le censeur, il prend 20 000 francs comme prime. Aujourd'hui, il demande 200 000. Le censeur. Donc, je pense que ça, c'est pas bien. Il y a des inégalités quand même. Justement, il y a des inégalités. C'est pas une bonne image. Aujourd'hui, il y en a plein aujourd'hui qui sont malades de diabète, qui ont fait des AVC, et ce sont des personnes
qui ont formé des générations qui se sacrifient pour leur pays. À un moment donné, il faut que dans le secteur de l'éducation, de la santé, de la police, que ces secteurs-là quand même soient mis en avant, parce que c'est une mission sacerdotale, ce qu'ils font. Et souvent, il faut qu'il y ait quand même, à un moment donné, des mesures d'accompagnement pour les encourager dans leur profession. L'un dans l'autre. Je suis d'accord que ces dernières années, pour les enseignants, il y a eu des efforts qui ont été consentis par le régime Alpha Condé, mais à un moment donné, il faut les écouter. Sauf que ils ont reçu un courrier de l'inspection générale du travail qui les invite aujourd'hui à une réunion. Donc ça veut dire que certainement le ministère de l'Éducation, il y a une ouverture qui est là, ils ont compris qu'on n'a pas intérêt quand même à croiser le fer avec ces gens-là, quoi qu'il en soit. Quoique, sont raisonnables quand même. C'est vrai que les gros poissons, sont de l'autre côté. Vous savez, même si c'est une classe qui justement, c'est pas bien pour un pays, là. Non, mais je suis d'accord, justement. Je suis parfaitement d'accord. Voilà, même si c'est une classe. Mais là, à se taper la poitrine, à dire, vous allez voir qui on est et tout ce qu'il y a autour, ça n'a pas de sens, sincèrement. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans une dynamique quand même de conciliation. Parce que pour l'heure, il n'y a pas de propos, je pense, à va-t-en-guerre. On a écouté quand même Balamou là. Oui, Balamou, c'est comme ça. Voilà, on sait qu'il n'a pas un ton aussi placide comme Amadou Diallo qui a une voix posée. Abouakar Souma et Pépé Balamou, ils ont parfois des voix assez criantes. C'est aussi leur particularité. Maintenant, l'un dans l'autre, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement devrait aussi. C'est vrai, il y a des efforts, ça il faut le rappeler. Et une fois encore, on est dans un gouvernement d'austérité. Aboubacar Souma l'a dit. Il l'a répété plusieurs fois. Mais ce qui est bizarre, quand il parlait de grève sauvage, ça m'a rappelé Alpha Condé quand même. Justement, les temps ont changé. Aujourd'hui, ce qu'on lui reprocherait. Il peut parler. Voilà. Et Balamou, d'ailleurs, lorsqu'on vous lui demande, il dit non, souvent parce qu'il sait qu'il est à la touche. Aujourd'hui, il s'accroche aux autres pour pouvoir exister. C'est pourquoi il défend l'intérêt des autres. Donc, en fait, il y a des pics de part et d'autre. Allez, vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également sur Espace TV. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, évidemment, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons lire vos messages un peu plus tard, sur le coup de 10h sur Radio Espace Guinée. Sidi Suleiman Ndiaye, en justice pour abandon d'enfants. L'histoire, en effet, évidemment, remonte de 39 ans quand même, il faut le rappeler. En service à Farana, au début des années 80, le jeune magistrat est père d'un garçon qu'il aurait abandonné dès le berceau. Plusieurs efforts donc pour rabibocher donc le couple et établir le lien filial aurait échoué, mesdames et messieurs, et en désespoir donc de cause, le fils décide de recourir aux tribunaux de la République pour obtenir la reconnaissance de son père, mais face aux entraves donc de l'appareil judiciaire, Mohamed Sidi Ndiaye, c'est son nom, fait le pari des grandes gueules et nous livre en exclusivité ce matin le récit donc de son combat pour avoir droit à un père. Voilà. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs. Puis on parlera sondage à GSP. Les Guinéens restent favorables. Donc on essaie de comprendre ce matin avec mon cher Cabinet Fofana qui sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Mon cher Ahmed Kamara, vous allez prendre le casque. Voilà, sinon au pire, la mêlée. De l'autre côté, ça serait plus simple. Ouais. En ce qui concerne évidemment cette grève, voilà, Jacques le rappelait, snobé, flop. Voilà, il y a tellement d'expressions qui reviennent à la danse. On se dit, l'union fait la force. Oui, l'union fait la force. Et justement, il n'y a pas d'union, ça veut dire que à ce niveau, il y a lieu quand même de faire asseoir tous ces blocs, discuter pour une fois pour tout de cette situation. De trouver une solution. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ouais. Chaque année, oui, on va manifester, on va faire ceci, cela. Vous sacrifiez. C'est ce que je disais aux enseignants. Les grandes gueules. Ces enfants-là, ce sont vos enfants. Ouais. Ce sont nos enfants. Ouais. Ceux avec qui vous êtes en train de batailler n'ont pas leurs enfants ici. Ouais. Leurs enfants sont en train d'étudier et ils viendront encore vous gérer ici. Asseyez-vous, trouvez un consensus. Ce consensus-là, moi je veux que le gouvernement tape du poing une fois pour tous sur la table aussi.
qu'on essaie de faire asseoir ces enseignants, qu'on discute, qu'on mette, s'il le faut, un plan de révalorisation salariale, puisqu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est vrai qu'Aboubacar Souma demandait jusqu'à 8 millions à l'époque. On ne pouvait pas donner les 8 millions, c'était clair. Mais combien on pouvait donner? Alors, dans combien de temps encore il faut s'attendre à une augmentation? Ça fonctionne comme ça dans certaines structures. Et ça peut être même en fonction de l'ancienneté. Parce que celui qui a fait 10 ans dans l'enseignement a aussi une prime différente de celui qui a fait 2 ans ou 3 ans. On va me dire que c'est l'injustice. Non, ce n'est pas l'injustice. Ce sont des pratiques qui existent, bien évidemment, dans certaines structures. Donc, on peut aller dans ce sens-là. Maintenant, quand on met un plan comme ça en place, maintenant, ceux qui veulent enseigner, qu'ils enseignent. Ceux qui ne veulent pas enseigner. Moi, j'ai vu des enseignants qui sont devenus cuisiniers. Les grandes gueules. C'est un job. Même pas seulement ici, même dans les pays développés, ça arrive. On a vu des gens des Marines qui sont cuisiniers, qui vendent des pizzas. Ils ont fait leur contrat, ils ont eu de l'argent, ils sont venus ouvrir une pizzeria. Ça se fait. Les grandes gueules. On n'a pas... Il faut qu'on soit clair. On n'a pas forcé quelqu'un à faire... C'est pourquoi quand on disait non, on dit les policiers font du racket au bord des routes parce qu'ils sont mal payés. Les grandes gueules. Je suis désolé. Si tu n'es pas bien payé et que tu penses que ça ne t'arrange pas, mais tu peux partir. Tu n'es pas obligé de racketter. Tu n'es pas obligé de racketter. Quand tu raquettes, ça devient autre chose. Ça peut être pareil pour les enseignants. Les enfants, si vous savez la corvée qu'on fait à ces enfants-là, ou même aux parents d'élèves, dans ces établissements-là, c'est énorme. Moi, je suis une fois tombé. Parce que quand tu achètes, à l'époque, je me souviens, il y a un peu longtemps quand même, quand tu achètes des beaux flottants, tu peux tomber... des beaux flottants qu'on appelle des beaux flottants. Quand tu achètes, tu peux tomber sur des documents. Mais je suis tombé sur des documents où on dit APAE, document APAE, où on te met ce que les parents versent. Beau flotto, c'est galette avec un peu de piment. Oui, on appelle ça flotto. Oui. Mais le faux te comprendra si je dis beau flottant. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc... je suis tombé sur un document comme ça où vous voyez la répartition des sommes de l'APAE. Donc, au-delà de ça, même les enfants, souvent, il y a des cotisations qui ne sont pas du tout normales. C'est extra qu'on fait subir aux enfants, tout ça. On dit, il faut que chacun amène 500, il faut que chacun amène 1000 francs. On essaie d'associer ça, on dit non, on va faire. Alors que le travail, souvent, il faut encadrer. Je pense que le système a besoin. Il y a un gros travail à faire. Voilà, le système a besoin d'être encadré, même quand il y a des examens. C'est pas ça. On va trouver le transport pour les surveillants. Un surveillant ne doit pas avoir besoin du transport des élèves qui sont en classe. Et si tu refuses de prendre, toi le surveillant, tu peux refuser, mais attention à toi. Sinon, il t'attend au tournant là-bas. Non, oui, tout ça arrive. Parce que moi j'ai vu un témoignage où il y avait 2 personnes dans la salle. L'autre a refusé, l'autre a pris, l'autre a voir pour dire si tu prends pas. Maintenant, quand l'autre a refusé de prendre en partant, cette personne est en train de regarder partout, à gauche, à droite, si les élèves ne sont pas tapis quelque part. Donc, j'ai dit que c'est un système, franchement, qu'il faut revoir dans sa globalité et mettre en place. Je suis d'accord qu'il faut revaloriser quand même leur salaire. C'est un métier comme tout autre. C'est vrai que ce sont des enseignants, mais pour moi, quand on est fonctionnaire, on est fonctionnaire. Celui qui tape les registres au niveau de la mairie, qui est fonctionnaire, pour moi, il mérite une amélioration de salaire comme un enseignant, comme un policier, comme tout autre. Donc, il faut vraiment mettre... Voilà, comme un gendarme. Il faut mettre un plan dans tous ces secteurs-là. Les grandes gueules. Cette révalorisation. Et je pense que ça pourrait nous empêcher chaque année de tomber dans les mêmes problèmes. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Guerre d'ego, Madame aura dit le mot, mon cher Tamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Et il y a une réalité, je pense que Diba l'a bien décrite. Les enseignants sont maltraités. L'éducation fonctionne assez mal au niveau du salaire, au niveau du traitement du personnel, mais ce n'est pas le seul, c'est pas le seul département. Tout ce qui est fonction publique en Guinée, c'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Ce qui amène d'ailleurs les gens, c'est à cause de la retraite. Si le privé pouvait garantir une véritable retraite aux travailleurs en République de Guinée, là encore c'est un autre problème, parce que c'est lié à l'observance de la réglementation dans le domaine. Si le privé pouvait le faire,
tout le monde, la plupart en tout cas, on aurait fui la fonction publique parce qu'elle fait peur. On est en train de parler de ces salaires dont Djiba était en train de nous faire, comment on appelle, l'éclatement tout à l'heure. Mais les enseignants sont les mieux payés de toute la fonction publique. Hein. Ce sont les mieux payés, et de loin, de toute la fonction publique. Vous vous rendez bien compte qu'un enseignant qui vient de commencer avec 5 ans d'ancienneté peut avoir plus de salaire qu'un professeur Abbas. J'aime à rappeler cette histoire. Parce qu'il est professeur dans une des disciplines les plus brisées et les plus délicates de la médecine, la neurologie. Ouais. Et qu'il vous dise que j'ai 1,5 million de salaire. Ouais. C'est terrible. Vous vous rendez compte? Mais non, mais c'est terrible. Donc, on aura le temps de débattre des thématiques comme ça. Jacques déjà est préparé là-dessus. C'est terrible. C'est donc un peu pour dire que les enseignants souffrent. Ouais. C'est un fait. On ne peut pas se voiler la face là-dessus. Le ministre a eu ce discours de reprise des cours après le congé de Pâques. Il n'a pas mentionné un seul instant, en une seule ligne, en un seul mot, il n'a pas mentionné cette grève, ces revendications-là. Le ministre Guillaume Having. Ouais. Et c'est ce qui se passe, Lamine. Mais vous voyez, et là aussi, Djiba le souligne, sous Alpha Condé, ça a beaucoup évolué pour eux. Le salaire, pratiquement, c'est passé... J'ai vu quand même, par comparatif, le même salaire de quelqu'un qui avait 800 000 au départ et qui s'est retrouvé avec 4 millions et quelques. Au bout de ces années, je crois que c'était en 2019, j'ai vu les 2 bulletins de paie de 800 000 francs. Quand Alpha prenait le pouvoir, il est parvenu à 4 millions de francs guinéens. J'ai vu ces bulletins-là. Bien entendu, les primes liées à l'ancienneté, à la hiérarchie, tout ceci cumulé lui permettait d'accéder à un tel salaire. La cause qui est donc poursuivie par le SNE, à mon avis, c'est essentiellement juste. Il s'agit d'une cause juste. Mais est-ce que les hommes sont les bons? Ouais. Pour ce combat-là, est-ce que les hommes sont les bons? Moi, je pose bien la question. Premièrement, parce que il faut dire que la plateforme revendicative n'a pas obtenu le consensus. Il y a une partie d'acteurs syndicaux qui y ont adhéré, les autres non. C'était déjà un premier problème. Et l'État ne discute pas avec un syndicat spécifiquement, l'État discute avec les faîtières des structures syndicales. Et lorsqu'il y a que certaines à l'intérieur ne partagent pas le contenu de ces réclamations-là, tenez-vous bien, c'est la première explication du flop que nous sommes en train d'évoquer ce matin. Deuxième élément, c'est ce que Moussaïro disait. Vous vous rendez bien compte que vous avez donc le SNE, Abakar Souma, j'en ris bien, qui parle de grève sauvage. J'en ris, si lui aussi il peut parler de grève sauvage à quelqu'un. Moi, bon, enfin, oui. C'est mon meilleur ennemi, quoi. Ouais. Mais bon, donc je vais... Alpha Condé avait qualifié sa grève de sauvage. De sauvage, voilà. Donc il n'a pas oublié ça. Mais quand même, je pense qu'il a retenu... Le mot, il a retenu l'expression. Les grandes gueules. Et donc, c'est devenu cela. Mais Lamine, vous voyez bien qu'il y a un peu des réclamations hasardeuses. Ouais. Lorsque un syndicat dit non, on veut que le personnel contractuel accède à la fonction publique sans concours, mais tenez-vous bien, il y a l'expression, j'ai bien aimé quand Moussaïro a soulevé l'expression utilisée pour le personnel de substitution lorsqu'il y avait eu la grève de Souma. Les contractuels se présentent comme des gens qui ont été utilisés. Moi, je dis, on nous a utilisés si on ne nous a pas payés. Ouais. D'accord? Mais si, sur un certain nombre de temps, vous avez été payé, vous avez obtenu la contrepartie du service de vos prestations, à ce moment-là, il faut arrêter de parler d'utilisation. Ouais. Contractuel. D'ailleurs, c'est clair. Voilà. C'est eux qui ont contribué à tuer le mot d'ordre de grève d'Aboubacar Souma. Parce que quand les enseignants titulaires refusaient de partir en classe, c'est eux qui venaient. Vous voyez bien que on assiste à un retour de la manivelle. Hein, et ce retour, il est juste. Et ce que vous avez, qui règne par l'épée. C'est pas sa place en fait, sincèrement. Mais Lamine, voilà. Qui règne par l'épée meurt par l'épée. Vous connaissez la belle formule. Mais ce qui est arrivé, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui le rejaillit à la figure. Mais ce que je veux dire en fait, c'est qu'il faut
Et là, tout le monde l'a souligné, la cause elle est juste, ce combat il est noble, il doit être mené parce qu'il faut que les conditions de vie changent. Sinon, la fraude dont on parle, ça ne va pas finir. APAE dont tu parles, tu as vu ça sur papier. Moi, j'étais présent. J'ai failli avoir des problèmes au lycée à l'époque. Parce que j'étais présent quand un lycéen est venu payer son APAE. Oui. J'étais présent. Le monsieur a pris l'APAE, il a donné un peu au censeur, il a donné un peu à l'autre. Il dit, bon, toi tiens ça, toi tiens ça. Moi, je n'avais pas encore payé. Ouais. Donc, je suis revenu en classe. J'ai dit aux amis, on ne paye pas l'APAE cette année. Ouais. Et donc, on a mobilisé les gens de la classe, on ne va pas payer. Mais c'est mal connaître les gens là. Quand les menaces terribles ont commencé, bon, j'ai dit, Joe, c'est moi qui ai dit ne payons pas, mais allons payer. Sinon, on a payé en sachant que notre argent allait partir dans les poches. On peut bien leur en vouloir, mais ils sont... quand tu vois... Tout à l'heure, quand je me garais là, il y a un enseignant, nous tous on le connaît, qui marche tout le temps sur... Je pense qu'il enseigne mathématiques. Non, lui, je ne l'ai jamais vu demander. Je pense qu'il ne parle pas. Et je pense qu'il est très digne. Mais la mine, encore, il passait là. Mais vous voyez au fur et à mesure, vous savez, quand vous êtes dans un travail, ce que l'on attend de vous, au plan familial, au plan social, ce que l'on attend de vous, c'est l'amélioration de vos conditions de vie. En termes de biens, mais en termes de qualité de vie, c'est ce que l'on demande. Mais vous voyez, c'est perceptible. L'appauvrissement, la paupérisation, la commisération des enseignants, c'est perceptible. Tu peux voir un enseignant aujourd'hui. Aujourd'hui, il était mieux. Demain, tu sens qu'il a plus faim qu'hier. Non, c'est ce qui se passe. Il faut prendre en compte la réalité des enseignants. C'est une situation. Mais ce qui me fait mal, et oui, la question du leadership est un véritable problème là-bas. Mais la mine, le vrai problème là-bas, je vais vous dire, c'est un strapontin. Je vais vous dire, avoir une responsabilité comme représentant syndical, c'est une belle affaire, les gars. C'est un business. Quand tu as une position là-bas, facilement ça change. Ils se font la guerre pour Sinon, je vais terminer avec cette phrase. Personne ne devrait se battre pour être délégué syndical. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pénible d'être délégué syndical. En plus, c'est responsabilité professionnelle, mais tout le fardeau des travailleurs est sur ta tête. Personne ne devrait se... Mais quand vous voyez un pays, quand on dit élection syndicale, il y a plus de 10 000 candidats. Sachez qu'il y a du mangement, c'est une mangeoire. Mais c'est immense, en fait, ce qui est en train de se passer. Et donc, je dis, encore une fois, il faut qu'on redevienne sérieux. L'éducation est à terre. Les syndicats auraient pu travailler à la relever. Malheureusement, c'est pas le cas. Tout le monde fait son affaire, aussi bien là-bas que chez les politiques, qu'à l'intérieur de la société civile, et je n'exclus pas les médias. Merci beaucoup, mon cher Tamba. On reviendra dans la deuxième partie de l'émission, Madame Yoro, si vous permettez. Sidi Suleiman, poursuivi donc par son fils, et puis on s'intéressera aussi à ces autres sondages. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Écoutez également sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Si vous ratez l'émission le matin, vous avez donc droit à une séance de rattrapage. Le soir, Moussa Yoro, on évolue avec vous, évidemment, avec toujours ce sujet. Allez, c'est Antoine plutôt. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, parlant de cette grève, il faut déjà dire clairement que ça a été un coup d'essai et qui s'est avéré non concluant. C'est d'ici à Bakar Souma, l'affaire... On a qualifié des grèves sauvages, totalement réussies, non, pas sauvages. Si, c'est ce qu'Alpha Condé disait à l'époque. Ça, c'est Alpha qui l'a dit. Voilà. Je parle du constat d'ensemble. Oui. Ça a été une grève réussie parce qu'il a paralysé le système éducatif guinéen. Nos amis ont tenté d'en faire autant, sauf que, pour leur cas, ils en prennent pour leur grade. Ce qui se passe, c'est que la grève, pour moi, c'est le dernier recours. Pour un syndicaliste. J'ai l'impression que tu es un syndicaliste. Non, je ne suis pas syndicaliste, l'ami. En fait, je parle juste de l'importance de la grève, parce qu'on a tendance à la banaliser. Les gens vont à la grève très souvent, ils vont très tôt à la grève, sans pour autant prendre la peine de s'assurer de la faisabilité des choses ou pas. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous tentez d'effrayer l'adversaire, vous tentez d'effrayer votre partenaire avec la grève. Mais si vous ne lui faites plus peur, il ne vous craint plus. Ce qui se passe, c'est que désormais, l'intersyndicale de l'éducation, composée de ceux-là qui ont déclenché la grève, ne feront plus peur au CNRD. Parce que après, c'était celle-là qui s'est avérée non concluant hier, qui a été un échec lamentable, un échec battant sur le terrain, un échec mais
assez abominable. Je me dis que nos syndicalistes n'ont que leurs yeux pour pleurer. Antoine. Parce que, non, ce qui se passe, il y a une guerre d'ego au sein du mouvement syndical. C'est vrai. On ne se soucie pas des travailleurs. Du tout. C'est une guerre de personnes, c'est une guerre d'intérêt. Ouais. Il y a des syndicalistes aujourd'hui qui pensent que le syndicat, ça leur appartient. Je veux citer Amadou Diallo de la CNTG, qui a été récemment reconduit à son poste de secrétaire général de la CNTG, comme si la CNTG a été créée pour lui. Son mandat est arrivé à expiration. Mais j'ai vu par quelle manière on l'a imposé à la tête de la CNTG. Ouais. Ce jour-là, on a envoyé nos reporters sur le terrain, on les a sortis de la salle. Il a fallu que les reporters restent dehors après l'élection qu'ils rentrent dans la salle. Parce qu'on a voulu imposer un homme à la tête du syndicat. Pourquoi est-ce que les gens courent pour devenir syndicaliste ou pour devenir secrétaire général du syndicat? C'est parce qu'il y a à manger, à boire là-bas. Parce que les négociations qui se font là, il y a de l'argent dedans. Abakar Souma aujourd'hui qui parle de grève sauvage, qui tout à coup est devenu conciliant, est devenu partenaire de l'État. Le même Abakar Souma hier, à qui on disait qu'à cause de la situation économique du pays qui est fragile, de certaines choses dont il faut prendre en compte, à l'époque était radical. Il ne voulait écouter personne. Il a dit qu'il veut ses 8 millions de francs guinéens. Ouais. Malgré qu'il n'a pas obtenu, mais il a réussi à paralyser le système et à faire subir à notre éducation un revers. Parce qu'à cause des grèves interminables, nos enfants... Non, on parle de l'État. À l'époque, attendez, on voyait comment les gens jouaient avec... D'accord. Puisqu'on parle de conditions, vous voulez me dire qu'aujourd'hui, vous voulez justifier à l'époque le comportement d'un syndicaliste qui à l'époque, contre Vents et Marées, à l'époque, disait qu'il veut 8 millions de francs guinéens, malgré qu'à l'époque, on nous a appris qu'on leur a fait des propositions. Vous dites que les enseignants sont misérables. Quand un syndicaliste réclame 8 millions, pour obtenir 8 millions, on ne dit pas qu'il faut obtenir une valorisation, une augmentation. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la grève. Non, on ne se comprend pas. J'ai envie que vous m'écoutiez pour comprendre ce que je dis. Allez-y, Antoine. Je dis une chose. La grève, c'est bon d'aller à la grève, c'est bon de revendiquer. On est tous conscients des conditions de vie des enseignants. Mais il ne faudrait pas y aller pour y aller. Parce que tel qu'ils ont procédé, ils sont allés pour aller à la grève. Il n'y a pas eu de préparation véritable, il n'y a pas eu de travail de fond afin que leur grève réussisse. Aujourd'hui, ils sont 3 centrales syndicales pratiquement majeures qui ont déclenché cette grève-là, mais sur le terrain, on a fait le constat. Ils comptent sur les médias pour tester leur niveau de grève sur le terrain. C'est par voie médiatique qu'ils écoutent pour savoir si le grève a réussi. À l'interne, ils n'ont pas de stratégie véritable pour tester leur grève sur le terrain. Je me dis qu'il faut que les syndicalistes revoient leur méthode de travail, parce que parfois, on force la main aux médias pour que vous les accompagniez dans leur grève. Il faudrait qu'à l'interne, qu'eux-mêmes sachent comment se comporter pour que les médias constatent effectivement qu'il y a paralysie, pour que nous y allions. Bien. Parce que parfois, c'est nous qui contribuons à faire réussir ou non les grèves, à travers les communications qu'ils font chez nous, à travers parfois les couvertures médiatiques que l'on fait sur le terrain. Je me dis que pour ce coup-là, contribuer, non, Antoine. Oui, non. Soit tu traites l'actualité ou pas du tout. Lamine, quand même. Vous savez, Antoine, par exemple, la rédaction a fait un constat. Oui. On a envoyé les reporters dans les écoles pour savoir si les cours étaient perturbés, ce n'était pas le cas. Je pense que ce que je dis, si vous prenez la peine de comprendre mon explication, vous ne comprenez pas. Quand je dis que parfois nous contribuons, comprenez le sens de ma communication. Je ne contribue pas. Peut-être toi tu comprends. Je dis pourquoi nous contribuons. Moi je dis peut-être qu'Antoine illustre mal. Mais je l'illustre très bien. Laissez-moi dire ce que je pense. Avec Aboubacar Souma, nous avons pris des positions claires qui lui étaient favorables tout au début. Tu as pris des positions claires. Tu as pris des positions qui étaient favorables aux enseignants. Nous, journalistes, on n'a pas à prendre position pour quelqu'un. On prend des positions par rapport à une actualité. Est-ce que le combat était juste? C'est ce qu'on a dit. Le combat était juste pour l'amélioration des conditions de vie. Vous tordez encore ce que je dis. Non, je veux quand même répondre à ça. Vous tordez ce que je dis. Quand vous dites qu'on a pris position en faveur d'Aboubacar Souma, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu dis qu'on a dit des choses qui lui étaient favorables. Mais ce n'est pas des positions pour quelqu'un, c'est différent.
tu prends une position pour un combat, ça peut faire l'affaire d'un autre. C'est ce que je dis. C'est différent de prendre position en faveur de Jacques. En tant que journaliste, tu n'as pas besoin de dire des choses qui sont favorables à quelqu'un. Non, mais ce n'est pas ce que je dis. Lamine, j'ai dit encore une fois, on a pris des positions qui étaient favorables à Aboubacar Souma. C'est différent que de dire, c'est simple. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Non, mais Moussa Hero, écoutez. Je pense que Tamba a peur de lâcher le mot. Non, Antoine, laisse-moi expliquer ça, s'il te plaît. Permets-moi d'expliquer ça, s'il te plaît. On prend position pour une cause, d'accord? Et cette cause, lorsqu'elle converge avec les intérêts d'un autre, ça lui est favorable. C'est ce que je dis. Mais on ne s'inscrit pas d'emblée derrière quelqu'un. C'est différent. Donc, c'est la nuance quand même que je souhaitais relever. Et c'est important de le dire encore ce matin. Moi, je dis, les médias contribuent à fabriquer des gens, à fabriquer des combats, à les porter. Et c'est ce que Antoine dit, je suis d'accord avec lui. Moi, je réitère ce que je suis en train de dire. Je dis une chose. À l'époque, on a fait des choses qui ont été favorables à Aboubacar Souma, qui ont contribué à la réussite de sa grève. Le temps de parole qu'on lui a donné à l'époque, jamais un syndicaliste n'a eu ça dans ce pays, sur nos médias. Aboubacar Souma a eu le plus de temps de parole au temps de sa grève sur nos antennes. Mais maintenant, il parle pas parce que... Non, attendez. Il parlait parce que... C'est une contribution. Pour que l'État... Non, il n'a pas tort. Non, mais attendez. Il faut qu'on soit véridique parfois quand on parle. Ne soyons pas amnésiques. C'est vrai. Il ne fallait pas lui donner la parole. Si à un moment donné, Aboubacar Souma a dit que Espace finalement était devenu un ennemi qu'il fallait combattre, c'est parce qu'à un moment donné, on lui a montré que lui, Aboubacar Souma, était important. J'étais là avec toi, Moussa Hero. J'étais là avec toi. Quand on est rentré Espace, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que les syndicalistes ont fait? Toi et moi, ils se sont levés, ils nous ont acclamé Espace. Parce que, tout simplement, ils étaient conscients de l'apport qu'on avait apporté à l'homme. Moi, je suis d'accord avec Antoine. Jusqu'à ce qu'à l'époque... Oui, je suis d'accord. Mais ça sert leurs intérêts. Allez-y. Accepter que parfois, l'on dise une chose, on fait peut-être notre travail, mais dans les façons de faire, on peut ne pas être correct aussi. Disons-le clairement. Toi, tu n'as pas été correct. Non. C'est toi qui n'as pas été correct. L'autocritique, c'est important de la faire. Il n'y a pas de critique. Il faut pas que... toi qui n'as pas été correct. Vous n'êtes pas parfait, mon cher Ahmed. Aujourd'hui, le SN fait sa grève. Est-ce qu'ils ont la parole telle qu'on l'a fait pour Aboubacar Souma? J'ai dit non. Ils n'ont pas cette parole-là. Mais qui a interdit? Non, attendez. Disons-le clairement la chose. Qui a censuré? On aurait pu le faire. On aurait pu le faire aussi. À l'époque, à mon avis, on a trop excédé dans l'octroi de la parole à Aboubacar Souma. Disons clairement les choses. Aujourd'hui, si Aboubacar Souma a été connu dans l'univers du système éducatif ou médiatique, c'est parce qu'à un moment donné, il a eu accès de façon incessante ou innombrable aux médias, surtout à nous. Donc c'est ce que je voulais relever à ce sujet. Parlons de ces syndicalistes, toujours. J'ai vu cette image sur laquelle j'ai vu Aboubacar Souma assis côte à côte avec Dame Kadia Touba. J'ai vu le Sénézur. Ça m'a rappelé l'époque de la grève d'Aboubacar Souma. Les flèches qu'on se lançait dans les médias, les propos va en guerre. Aujourd'hui, les deux s'accordent à dire qu'en Guinée, il y a deux SLEG. SLEG 1 et SLEG 2. Donc désormais, personne ne revendique la paternité du SLEG. Aboubacar Souma qui hier combattait Kadiatou parce qu'elle revendiquait être la patronne du SLEG, aujourd'hui parce que les deux ont un intérêt qui converge, sont ensemble. Chacun d'eux accepte de dire qu'en Guinée, on a deux SLEG qui font le même combat et qui ont le même nom. Alors que hier, on est allé casser le bureau ou le siège du SLEG pour prendre les clés, le cachet du SLEG. Parce que l'un disait que l'autre n'est pas crédible ou l'autre n'est pas le vrai syndicat. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Nos syndicalistes sont en train de noyer ou encore sont en train de dévoyer le combat syndicaliste. Ce n'est pas ça un syndicat. Et ça fait combien de temps on n'entend pas certains, notamment Amadou Diallo? Est-ce qu'en Guinée, nos travailleurs sont bien traités? Je dis non. Et donc, je me dis, le mouvement syndical guinéen n'existe plus pratiquement. On n'a plus de syndicat en Guinée, malheureusement. Notre syndicat est mort. Ce syndicat qu'on a est un syndicat de copains, de coquins, qui ne se bat pas pour les travailleurs, mais qui se bat pour sa propre poche. Bien, voilà. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Faut l'interrompre, sinon le gars... Allez-y, mon cher Jacques Liwalino. Je vais juste prendre 30 secondes parce que il y a bien des contradictions qui ont été relevées tout à l'heure autour de ce qui a été fait pour Aboubacar Souma. Il faut bien dire, c'était la noblesse du combat qui avait été reconnue par les médias. Il faut aussi reconnaître que nous lui avons été très ouverts à l'époque. C'est pourquoi il a réussi à paralyser, n'est-ce pas, le système éducatif. Maintenant, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, Aboubacar Souma n'est pas un exemple. Ceux qui se battent aujourd'hui ne sont pas non plus un exemple. Les anciens ne sont pas des exemples.
Pourquoi quand vous prenez l'ensemble des centrales syndicales, les personnes qui les dirigent sont dans les institutions, sont dans les structures de l'État où ils perçoivent de l'argent. C'est le cas d'Amadou Diallo, qui a quitté, il faut bien le rappeler, le poste d'inspecteur d'État pour aller prendre la tête de la CNTG. Vous vous rendez compte? Quelqu'un quitte ce niveau de responsabilité au niveau de l'État après avoir été ministre du Travail et de la fonction publique pour aller prendre un poste de secrétaire général. C'est parce que ça lui donne quelque chose. C'est au moins l'influence. De l'influence, mais une appartenance à la caisse de prévoyance sociale. Ouais. Hein, je crois président du conseil d'administration, membre du conseil économique et social, lui seul. La même chose pour celui qui gère l'USTG. Ils sont dans des structures. La même chose pour Aboubacar Souma. Il a appartenu à l'INAMO. C'est curieux, mais il fait partie de ceux qui ont voté pour le prélèvement de 5% sur les salaires des enseignants. Bien. Pour l'assistance maladie obligatoire. Donc il n'y a pas d'exemple dans le milieu syndical. Ils sont tous pourris. Encore une fois, l'intérêt du travailleur est davantage minimisé dans notre pays. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est le cas. C'est le cas. Non. Vous savez, il faut respecter quand même les gens. Quand il dit qu'il y a personne n'est sérieux, c'est comme si on disait aucun journaliste n'est sérieux. C'est chaud. C'est une erreur. Non, quand il dit les anciens ne sont pas sérieux, allez-y, Jacques. Allez-y. Ceux qui sont au niveau de ces structures syndicales à la tête maintenant ne sont pas très responsables vis-à-vis des syndiqués. Il faut préciser. Ils ne défendent pas les intérêts des syndiqués. Bien. Ils profitent au fait des luttes qui sont organisées dans les secteurs divers pour profiter des mannes financières auprès de l'État. Vous avez vu la dernière fois ce qui a été mis en avant, c'est la subvention. Parce que la CNTG, elle seule, je crois, reçoit le plus grand lot de cette subvention qui est accordée, n'est-ce pas, aux structures syndicales du pays. Bien, mon cher Jacques. La subvention sert à quoi? Des grandes gueules. Jacques Liwa, Léno évidemment, le rebelle tout doux. Hein? Non, vas-y, madame. Non, mais en fait, moi, je voudrais juste dire, c'est par rapport aux propos d'Antoine. Ouais. Vous le savez, en matière de journalisme, on dit que le journaliste ne s'intéresse jamais du train qui arrive à l'heure. Saupoudré. On s'intéresse au train qui n'arrive pas à l'heure. L'information qui focalise les attentions, les journalistes vont vers cette information pour informer les auditeurs et les téléspectateurs. À l'époque, c'était quoi? C'était cette grève déclenchée par Aboubacar Souma. C'était pas une faveur. Le problème, c'est que les médias privés, ce qu'on a relevé, la libéralisation des ondes a permis quoi? De donner la parole à tout le monde de façon équitable. Ouais. On n'a pas donné la parole à Aboubacar Souma parce qu'on aimait Aboubacar Souma. On ne le connaissait même pas. On ne le connaissait pas. Ouais. Le problème, c'est qu'il y avait un travail qui était en train d'être fait sur le terrain pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Et ça a été expliqué de façon méthodique. Donner la parole à une telle personne ne veut pas dire qu'on a contribué à l'aider. On n'a pas contribué à l'aider. On a couvert une activité. C'est ça le travail du journaliste. C'est aller couvrir, prendre des informations, les recouper. Et donner la parole à Aboubacar Souma, contribuer à recouper l'information. Parce que ce n'est pas à lui seul qu'on donnait la parole. On a notamment donné la parole à l'inspection du travail, M. Ali Akamara. On a essayé de comprendre avec l'État, avec tout le monde. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on dise que oui, on a favorisé, on a aidé à améliorer, comme on appelle. C'est comme quand nous donnions la parole, par exemple, aux membres du FNDC, quand il y avait des manifestations, on a couvert. Est-ce que ça veut dire que c'est nous qui avons fait que ça a réussi? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, les choses réussissent. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement les médias, il y a les réseaux sociaux, un peu partout, quand vous communiquez. Et quand c'est sur une bonne base, quand c'est par exemple un mouvement légal qui est vraiment étendu, représenté un peu partout, ça va donner. Ça ne veut pas dire qu'on a pris parti. Quelquefois, on a donné la parole. Il faut préciser, les journalistes ne prennent pas parti. On ne dit pas des choses en faveur de quelqu'un. Nous décrivons ce qui se passe. Nous donnons la parole aux gens. Je pense qu'il est important de le préciser. Ouais, c'est très important, Moussa Hiro. Allez-y, mon cher Diba. Oui, vous savez, il y a une maxime qui dit que celui qui tient le cordon de la bourse tient ses amis par... justement, voilà. Je ne veux pas dire l'expression. Tant mieux. Voilà. Que Ahmed soit là pour lâcher le mot. Lâcher le mot. Voilà, c'est dans tous les domaines. Hein. C'est celui qui tient le cordon de la bourse peut manipuler les autres. Et c'est ce que l'État a fait lors de ces négociations. C'est lui qui fait le sale boulot, quoi. Voilà, donc, bonjour, camarade. Bonjour, Ahmed. Bonjour, Ahmed. Donc, c'est ce que l'État a fait dans les négociations. Dès qu'ils sont arrivés,
Ils ont dit, bon, avant qu'on commence à négocier, d'ailleurs, votre subvention là, c'est 3 milliards. Ouais. On n'a pas payé depuis 2018-2022. Donc, vos subventions là, il faut qu'on trouve une solution rapidement à ça. Donc, le débat était déjà pigé. Et effectivement, ils étaient tous portés maintenant vers cette subvention qui est de 3 milliards par an. Et donc, si on fait la sommation, c'est 12 milliards sur les 4 années. Et donc, l'État dit... plus d'1 million d'euros. Voilà, l'État dit, je paye 500 millions d'entrée de jeu, c'est le ticket d'entrée. Et finalement... 500 milliards 500 millions. 1 million, ok. Voilà, 500 millions sur les 12 milliards. Ouais. Donc, ça veut dire que le ticket d'entrée, à la négociation, c'était 500 millions, on le paye, et systématiquement, vous perdez le contrôle, et tout ce que l'État pourrait quand même vous imposer, vous le prenez. C'est pourquoi on dit que le leadership, il est défaillant. Parce que les gens... C'est devenu un exutoire. Vous venez parce que tout simplement, vous savez qu'il y a de l'argent, vous allez vous enrichir. C'est-à-dire on utilise la misère collective pour s'enrichir. Ouais. C'est ce qui est en train d'arriver. Et si vous prenez les 3 milliards, la clé de répartition que pour la CNTG de Amadou Diallo, c'est 1,8 milliard. Vous imaginez, pour un homme qui a été ministre, qui quitte, il a ses raisons. Ouais. Il a ses raisons, sans compter qu'ils sont souvent à la tête des conseils d'administration des structures sociales. Que ce soit l'INAMO qui a été... transformé. Maintenant, il est le président du conseil d'administration. Camara, qui est au niveau du USTG, il est au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc ça, c'est beaucoup d'argent, sans compter que les primes qui peuvent venir. Donc c'est à la fois des partenaires de l'État, mais ça ne priorise pas ceux qui sont en bas de l'échelle. Donc il faudrait qu'à un moment donné, qu'on essaie de revoir un peu ceux qui doivent être à la tête des centrales. Il faut que ce soit des personnes qui ne sont pas quand même taillables, malléables et corvéables à merci. Parce que s'ils ont une redevabilité vis-à-vis de l'État, parce que tout simplement, on vous donne quelque chose en retour, ils n'auront pas cette force à pouvoir négocier au nom de l'entité. Donc il faut qu'il y ait des critères assez rigoureux pour permettre quand même à ceux qui vont porter la voix des autres puissent quand même être des personnes qui ne sont pas quand même facilement prenables comme ça. Merci beaucoup, mon cher Dibale. Alors, rapidement, sur le rôle du journaliste, vous savez, quand votre épouse sort les problèmes de famille, on dit chez nous que quand ton épouse sort les problèmes du ménage dehors, les gens apprendront que le mari il pète la nuit. C'est ce qui se passe avec la question du traitement de l'information. C'est bien même que Moussa ait évoqué le cas du FNDC, mais je me souviens que dans le cas de la lutte contre le troisième mandat, il avait été interdit justement à un certain moment de donner la parole à tous ceux qui promouvaient le mouvement, le troisième mandat sur nos antennes. On l'a fait ici. Avant vous savez, l'objectivité et l'impartialité, ce sont des idéaux en termes clairs. C'est d'ailleurs c'est la réserve que le sociologue nourrit, par exemple, vis-à-vis du journaliste. Parce que le journaliste, contrairement au sociologue, a une démarche qui est fortement empreinte de sa personnalité, de son histoire de vie. C'est compliqué. Et c'est aussi toute la difficulté du journalisme d'investigation aujourd'hui. Donc, on veut bien être impartial, on veut bien être objectif, mais encore une fois, malgré les outils que nous avons, c'est pas toujours aisé, surtout dans les genres d'opinion comme celui que nous avons. Tu vas dire ce que tu penses et ce que tu vas dire va forcément refléter ton histoire de vie ou quelque chose dans le genre, et ça s'appelle des filtres, comme l'autre sociologue aimait à le dire. Maintenant, il y a quand même ce protocole d'accord qui est signé du 7 avril dernier, un protocole d'accord tripartite. Il y a des éléments qui ont quand même été qui ont été entendus. C'est par exemple la majoration des primes de transport. On convient de 15% de majoration. C'est par exemple la question du SMIC de 440 000 à 550 000. On y est allé. Sur la question des retraites et beaucoup d'autres éléments à l'intérieur ont donc été pris en compte. Moi, je pense encore une fois que ces moments sont importants et ils sont cruciaux. Il faut interpeller tous les acteurs, notamment ceux en charge de l'éducation, de s'efforcer de voir autre chose qu'eux-mêmes. Parce que l'avenir, la nation tient à l'éducation. On peut vouloir construire des routes, on peut vouloir construire tout ce que l'on veut. Bien. Sans l'éducation, la mine, on est en train de construire sur du sable. Ouais. Et ce serait dommage. Et ça invite donc tous les acteurs à faire les choses pour le bien, pour l'intérêt général, pas que pour les petites poches à devoir remplir. Voilà, vous êtes sur Espace. Merci de nous rejoindre.
Notre premier invité, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, Sidi Suleiman Amini. Ben oui. Il est avec nous dans cette émission ce matin, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre. Il est en justice avec son père, évidemment. Il le poursuit pour abandon d'enfant. L'histoire donc est vieille et remonte à 39 ans. Du côté de Farana, en service donc à Farana au début des années 80. Le jeune magistrat, est père d'un garçon qui aurait abandonné dès le berceau. Donc plusieurs efforts pour rabibocher donc le couple et rétablir donc le lien filial aurait échoué. En désespoir donc de cause, le fils décide de recourir aux tribunaux de la République pour obtenir donc la reconnaissance de son père. Mais face aux entraves de l'appareil judiciaire, Mohamed Sidi Ndiaye fait le pari évidemment chez les juges ce matin. Il est avec nous, mon cher Antoine. Vous l'avez reçu il y a cela 6, 8 mois, 1 an. Oui, on a même fait un reportage sur son cas. À l'époque, on s'était abstenu de le prendre en émission parce que le procès était en cours. Et à l'époque, on pensait qu'il y aurait eu un dénouement afin que chaque partie entre dans ses droits. Des mois plus tard, il nous apprend que tout est bloqué. Il n'y a plus d'issue à la justice parce que selon lui, son père aurait œuvré pour ne pas que les lignes bougent. Alors, les médias apparemment serait son dernier recours afin d'être rétabli dans ses droits. Alors, ce matin, nous le recevons parce que beaucoup pourraient dire c'est une invention ou que c'est quelqu'un qui invente des histoires. Alors, ce matin, M. Mohamed Sidi Ndiaye, les Guinéens vous écoutent. Dites-nous en quoi M. Sidi Suleiman Ndiaye est votre père. Bonjour et bienvenue sur Espace. Bonjour à Espace. Voilà. Vous allez vous approcher du micro. Voilà. Je commence d'abord à remercier Espace et remercier le bon Dieu. Bon, M. Sidi Suleiman, moi je suis né à Farana. Dès l'enfance, quand il a fini le baptême, il avait trop aimé ma maman. Il voulait épouser ma maman. Bon, quand il voulait épouser ma maman, la famille maternelle s'est opposée compte tenu de sa violence. Parce qu'il était trop violent avec ma mère. Et c'est lui-même qui a gâté d'abord l'éducation de ma maman. Parce que le moment qu'il suivait ma maman étudiait. Maman était très jeune. Elle était au collège. Elle était au collège, elle étudiait. Ma maman étudiait. Quand elle a suivi ma maman, ma famille avait vu d'abord même au tribunal. Chaque fois, Sidi Suleiman avait des problèmes avec ses chefs. Chaque fois, il faisait palabre. Et il ne prenait pas sur un bien de ma maman. Donc, les gens avaient peur de lui. Ils ont dit, le monsieur que tu as suivi, la manière dont il est comme ça, nous, on ne peut pas te laisser que lui va t'épouser. Derrière, on ne le connaît pas. Il est venu ici en service. On ne le connaît pas. Alors avant d'en venir là, parce qu'il y a là un acte de justice qui date du 28 juin 2021. Ce que le document dit, c'est que ils vivaient ensemble. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ils vivaient ensemble. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer comme ça. Maintenant, du coup, il est resté comme ça. Ma maman est restée dans la famille parce qu'il voulait que ma maman aille chez lui, mais la famille s'est opposée. Alors la maman est restée à la famille. À mon naissance, il a fait mon baptême. Même mon homénum, il ne m'a pas montré. Je ne connais même pas. Est-ce que vous avez un extrait dans une naissance? Oui, il a fait mon extrait. Il a fait mon baptême. Quand il a fini mon baptême, waouh, ça date de loin. Il a demandé maintenant à ma maman, à la famille s'est opposée. La famille dit non, nous on ne peut pas te donner la maman là. Tu ne prends pas bien soin. D'accord. Moi, ce que je veux savoir, dites-nous, est-ce que vous travaillez et vous faites quoi? Et ça, je sais pourquoi je demande ça. Ça, c'est un. Deux, il y a une décision de justice. Qui est-ce qui a porté plainte et pour quelles raisons exactement? C'est moi qui ai porté plainte. Pourquoi? J'ai porté plainte d'abord parce que je ne peux pas rester comme ça. Mon père refuse de me reconnaître. Vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 39 ans. Mon père refuse de me reconnaître. Pour moi, c'est un droit. Quoi qu'on dit, évidemment, c'est un droit. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est un droit. Vous l'avez approché. Est-ce que vous l'avez vu une fois? Mais vous savez aussi qu'un père peut renier son enfant. Non. Tel n'est pas le cas là, mon cher. C'est pas un reniement. Voilà. Je ne l'ai pas le cas. Non, là c'est différent. Avant de renier. Là c'est différent. Là c'est différent. Il me reconnaît. Il faut reconnaître. Allez-y, madame. Il faut reconnaître. Allez-y, madame. Voici l'extrait de naissance. Vous reconnaissez, après vous reniez. Tout le monde a droit à un père. Il faut que d'abord ton père reconnaisse que tu es son enfant. Son héritage, ça c'est son problème.
d'une part. L'argent, c'est pas ce qui intéresse, mais la dignité. Bien. Et quand vous l'avez rencontré pour la première fois, quand et qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit il va me mettre en prison. Ma première fois de voir mon papa à l'âge de 27 à l'an 2005. Je suis venu ici. D'abord, l'enfance fait partir. À l'enfance, je venais ici. Quand je viens, il me refoule. Quand je viens, il me refoule. Quand j'ai été un peu grand, j'ai pris ma maman en otage. J'ai dit il faut qu'on vienne chez mon papa. Ouais. On est venu, on l'a trouvé à la première au cours d'appel. Le bâtiment qu'ils sont en train de renouveler, il était là-bas avec ses amis. C'est ses amis même qui m'ont gardé. Vous étiez venu avec votre maman pour le rencontrer? Il s'est caché. Il s'est caché. Il n'a pas voulu vous rencontrer. Il n'a pas voulu nous rencontrer. On est parti dans la grande famille. Ouais. Mon ami, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Moi, on veut des détails pour nos auditeurs, pour comprendre mieux ce qui s'est passé. Parce qu'au départ, vous nous dites qu'il a fait le baptême. Il a fait le baptême. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu? Et comment est-ce qu'il se sépare de vous? Quelqu'un qui a quand même fait un extrait d'acte de naissance, on a vu le document. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vous abandonne? L'enfance, comment tu la passes? Ces détails sont importants pour mieux comprendre ce qui s'est passé. L'enfance, là, c'est ce que je vais dire. Quand la famille maternelle s'est opposée, maintenant ils ont remarié ma maman à un autre, l'ancien directeur de radio rurale de Farana, qui ne vit plus actuellement. Donc maintenant, moi, j'ai été élevé par ma grand-mère. Quand je suis resté avec ma grand-mère, on voulait me faire rentrer à l'école. Mais maintenant, on me dit que ton extrait de naissance se trouve avec ton père. Tu ne peux pas rentrer à l'école. Tu n'as pas de papier. Ils ont dit maintenant à mon père, il faut approcher ton enfant pour qu'il va étudier. C'est là-bas qu'il a commencé à dire qu'il n'a pas d'enfant. On est venu me dire d'abord à l'enfance que ton père te dit qu'il n'a pas d'enfant. J'ai envoyé commission. Si tu n'as pas d'enfant, il faut envoyer au moins ses papiers, on le fait rentrer à l'école. Il dit net. Il était vers Koundara. Bon, maintenant, il est parti, il est venu jusqu'à Conakry, il n'a pas donné mon extrait de naissance. Jusqu'à j'ai eu l'âge de 10 ans. Je ne suis pas rentré à l'école. Mon extrait de naissance s'est trouvé avec lui. C'est un oncle maintenant, lui il vit ici. Il est là, c'est un militaire. À Conakry. C'est lui qui s'est déplacé, venir à Conakry ici, lui chercher. Lui dire qu'il faut faire 2 cas. Tu ne prends pas ton enfant, tu lui dis que il a même insulté lui. Que si lui ne quitte pas, il va le menacer de mort. Lui il dit, qu'est-ce que tu fais? L'enfant là, il faut qu'il étudie au moins. Il faut qu'il étudie. Il faut me donner l'extrait de naissance. Je vais aller mettre l'enfant à l'école. C'est ainsi, lui, s'est opposé. Il a donné l'extrait de naissance à lui, les copies à lui. Lui, il est parti maintenant. On m'a mis à l'école. Mais maintenant, toujours, on me disait que ton père dit non, il n'a pas d'enfant. Ma grand-mère, là, qui m'a fait élever, qui faisait les petits jardins, là, qui me dit, tu as vu, tu es avec moi ici, ton père. Pourquoi, justement? C'est la raison. Pourquoi il D'abord, décide... moi, à l'enfance, là, j'ai insisté, mais même les vacances, quand je viens... Et pourquoi il décide de ne pas dire qu'il n'a pas d'enfant? C'est la question. Pourquoi la question là, c'est pourquoi je suis en justice avec lui. Il faut qu'il m'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a frustré? Rien. Ma maman, on peut l'appeler. Ma maman, qu'est-ce qui l'a frustré pour... Rien. On est parti jusqu'à dans la grande famille. Rien. Moi, tous les problèmes là, c'est commencé là où je l'ai porté plainte quand j'étais même à Plaza. Parce que là où je suis grandi, chaque fois je suis critiqué. Ton père ne te reconnaît pas. Ouais. Toi, qui est ton père? Ma maman aussi subit les mêmes torts. Et à l'époque, il faut voir, quand la femme gagne l'enfant vers les 83, à l'école, tu es en train d'étudier. Et lui, il était magistrat en ce moment. Donc c'est lui qui a mis tous les torts là sur ma maman. Ouais. À l'époque 20 ans. Ouais, c'est sur l'acte de naissance, madame, c'est très important. Lui-même, il avait 28 ans. Ouais. Et aujourd'hui, en justice, qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire est à quel niveau? Pourquoi pensez-vous que c'est bloqué? Bon, avant la justice, vous nous parliez de comment vous l'avez rencontré ici. Donc vous prenez votre mère en otage et ensuite qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, c'est ce que je vais dire. On m'a déplacé, j'étais à Gérékouré. On m'a déplacé maintenant pour un contrat à Plaza. La maman de Paul Pogba. Vous êtes peintre? Je suis peintre. Je suis venu faire le bâtiment là, j'ai vu votre reporter là-bas qui faisait 48 heures. Ils ont venu pour distribution des chaussures. Vous avez envoyé des reporters pour faire suivre. Oui. 48 heures pour 48 heures maintenant. J'ai vu des gens là qui ont des caméras. Ouais. En ce moment, j'étais assis dans la salle comme ça, on parlait de Sidi Suleiman. Il avait fait un jugement.
quelqu'un est resté dans le salon là, il dit, Sidi Suleiman a rendu un jugement là, qu'une femme s'est levée, que c'est pourquoi Dieu l'a pas donné l'enfant. Moi, je suis resté là-bas, j'ai dit non, Sidi Suleiman a un enfant, j'ai dit c'est mon père. Là-bas, tout le monde s'est étonné, ils m'ont regardé. Il dit, le monsieur là, je ne sais pas quelle infantation il veut faire. Sidi Suleiman n'a pas d'enfant. Tout le monde connaît qu'il n'a pas. Je dis, je jure, c'est mon papa. Je dis, pourquoi je ne m'approche pas de lui? C'est quand je vais seulement, il me refoule. Quand je vais, il me refoule. Je n'ai plus de recours. Et Conakry, moi, je ne connais pas quelqu'un ici. Si ce n'est pas le déplacement là, comme ça, je ne connais pas quelqu'un ici, là où je vais rester pour le suivre. C'est pourquoi les amis là m'ont dit, non, tu manges. J'ai dit, non, je ne peux pas voir quelqu'un comme ça. J'ai dit, c'est mon papa. J'ai dit, c'est le seul papa que moi j'ai dans ma vie. En tout cas, vous avez les mêmes têtes, hein. C'est ainsi maintenant, les amis là m'ont fait énerver. J'ai vu le reporter là, le jeune mince, il est là, je ne connais pas son nom. Je lui ai dit, si tu veux, tu peux m'aider, je vais voir M. Lamine Girassi. Il me dit, pour quel objectif? Je l'ai expliqué, j'ai dit, moi, c'est Sidi Suleiman, c'est mon père. Lui, il me dit, je suis souvent avec Sidi Suleiman, même en te voyant, moi je le reconnais. Lui, il me dit, quand même, je vais tenter de voir, pour que tu vas le voir. Toujours, je n'ai pas resté avec ça. Je suis descendu au tribunal de première instance de Dixine. Je voulais le porter plainte. Quand je vois un avocat de prendre mon dossier, il ne prend pas. Le premier avocat même que j'ai vu, lui-même, il m'a regardé, il dit, tu veux porter plainte contre Sidi Suleiman? Il dit, moi, je ne peux pas prendre ton dossier là. Le monsieur là, moi, j'ai peur de lui. Bon, maintenant, moi, j'ai dit, parce que moi, souvent, je voyais maintenant Maître Béa à la télé. Je connais que vraiment, en le voyant, c'est un bon avocat. Je l'ai cherché d'abord, je n'avais pas les possibilités pour le voir, parce que je ne connaissais pas Conakry très bien. L'avocat là même me dit, celui que tu cherches, il est derrière ici, Maître Béa. Je suis parti maintenant derrière là-bas, j'ai vu Maître Béa. Quand j'ai vu même Maître Béa, même moi-même, j'étais soulagé d'abord. J'étais soulagé d'abord quand je l'ai vu. J'ai dit, monsieur Maître Béa, je dirais, j'étais en train de te chercher. Les avocats d'ici ne prennent pas mon dossier. J'ai dit, j'ai envie de porter plainte contre mon papa. Il refuse de me reconnaître, catégoriquement. Et même, il me menace même. Quand je m'approche de lui, il me dit, il va me mettre en prison. Si je ne quitte pas, il va me tuer. Il ne m'a jamais dit un mot d'abord, même qu'il peut me soulager. Donc là, Maître B a pris mon dossier ce même jour. Il me dit, où est ton extrait de naissance? J'ai dit, mon extrait de naissance se trouve à Gérécouré. J'ai immédiatement appelé. Ils ont mis mon extrait de naissance dans le véhicule. C'est venu. Le micro. Il a porté plainte maintenant. Moi et Maître B, on a porté plainte. Et la procédure est où? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dixine d'abord, on a commencé par Dixine. Dixine, quand j'ai porté plainte là-bas, la dame là, ils l'ont convoqué au bureau. Quand ils l'ont convoqué au bureau, quand il y avait une dame là-bas, ce jour-là. La présidente du tribunal. Ce jour-là, ils ont convoqué au bureau là-bas. Quand il est parti, le procureur, il s'est assis avec son avocat. Moi aussi, j'étais avec mon avocat. Donc, il a dit seulement, c'est lui-même seulement qui a parlé là-bas ce jour. Il a dit, c'est à l'âge là, il est venu. Il dit, non, le dossier là, c'est non recevable, quoi. Il a parlé comme ça. Qui, ton père? Oui, c'est comme ça, il a parlé. Il t'a regardé dans les yeux? Oui. C'était là. Depuis que moi je suis né, on ne s'est jamais salié. Ouais. Même par main. Jusqu'à là, notre main là. Ouais. C'est pas touché d'abord. Ouais. On n'a jamais fait d'abord 30 minutes assis comme ça, face à face. Donc il a parlé là-bas. Il a parlé. Le mot qu'il a dit, je n'ai même pas pu parler. J'ai ri une seule fois. Parce que tellement ce qu'il a dit, c'était pas vrai. Il dit que depuis que moi je suis né, c'est à l'âge là, moi je suis venu. Vraiment, je l'ai regardé, j'ai ri, je jure. Je ne pouvais pas garder ce rire-là. J'ai ri. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Depuis que vous êtes né, c'est pas vrai. Que vous n'avez pas cherché depuis... À le voir. C'est pas vrai. Ma maman l'a cherché, tout le monde l'a cherché. Ses amis lui ont pardonné. Ses amis connaissent. Beaucoup de personnes connaissent à la juridiction même que c'est mon papa. Quand il a parlé ça, moi-même j'ai ri. Je n'ai pas pu parler. Mon avocat a rejeté le dossier, il dit il va aller, c'était pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de suite. Bon, quand j'ai parlé là-bas, jusqu'à présent maintenant, ici on a dit, moi et mon avocat, j'ai dit, ici là, ça ne s'arrange pas. Comme il travaille ici, c'est pas lui-même qui pétine mon dossier ici. J'ai envoyé le dossier maintenant à Kaloum. Bon, à Kaloum maintenant, actuellement, je peux dire le dossier avec M. Tunkara. Bon, maintenant, chaque jour, on me dit, il faut venir. Ils me disent, bon, tout dernièrement, j'ai appris maintenant, il a pris 2 avocats contre moi. Ok. Donc 2 avocats, ils ont dit maintenant le 28 là. Contre toi? Il a pris 2 avocats contre moi. Parce que tu le harcèles, c'est ça? Il trouve que tu le harcèles? Oui, juste pour me neutraliser. Mon papa, tout son problème, c'est pour ne même pas qu'on parle qu'il a un enfant.
Parce qu'il a dit à tout le monde qu'il n'a pas d'enfant. Et qu'est-ce que tu réclames aujourd'hui pour être soulagé? Je réclame ma dignité. Ouais. C'est quoi ta dignité? Ma dignité, c'est que lui-même il dit que c'est mon enfant. C'est tout. On ne jette pas les sangs. Quand j'ai ma dignité d'abord, je suis fier d'abord avec ça. Je peux vivre partout, parce que mes enfants vont me demander un jour, qui était ton père? Il faut que je parle. Oui, évidemment. Ça a 39 ans quand même. Ouais, ça fait 39 ans. J'ai un enfant. Bah, voilà. Mon enfant a 0 Corée. Il va grandir, il va me dire, ah, qui était ton père? Il faut que je m'explique. Si je n'ai pas le droit de m'expliquer, mon enfant même peut me condamner. Mon enfant même peut me condamner de mon histoire. Bien. Merci. Donc je suis derrière lui, il faut qu'il reconnaisse ses faits. Voilà. Et puis normalement, il doit rétablir ma maman dans ses droits. C'est une violence. Il a violé ma maman. On a violenté. Oui, c'est une violenté. Parce que l'État l'a envoyé en tant que magistrat. Il a prêté serment pour aller servir toute une nation. Voyez voir avec Ahmed Sékou Touré comment il était dur. On a cassé le cas de ma maman. Les gens se sont cachés de ça. Sinon, Sidi Suleiman à l'époque, il allait avoir des problèmes avec Ahmed Sékou Touré. Il ne peut pas t'envoyer même c'est pas partout, même là où il est né, en Farana, pour aller gérer les grands problèmes de la nation. Et toi, tu vas, une femme qui est en train d'étudier, qui est en train de préparer son avenir, tu le fais arracher de l'école, au plein sommet de l'école. Elle n'a pu plus étudier, elle est tombée malade, on s'est moqué d'elle. Ouais. Et puis tu jettes l'enfant là. Bien, on va revenir si vous le voulez bien. Voilà, le temps d'une pause, mesdames et messieurs. La suite de cette histoire, évidemment, avec Mohamed Sidi Ndiaye, évidemment, avec nous dans cette émission Les GG. On revient à 11h. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Vous savez ce que moi je fais lecture, c'est mon papa. Mon papa n'a pas de sentiments humains. Si le sentiment manque à quelqu'un, il ne faut pas penser de son bien, même s'il est ton papa. Quelqu'un te donne, ou bien il dit à tout le monde qu'il n'a pas d'enfant. Il laisse un héritage, tu prends ça, les gens vont se moquer de toi. Mais si ton père t'approche, il t'aime, il te donne quelque chose, tu es fier avec. Donc en clair, en fait, c'est juste une reconnaissance que vous cherchez aujourd'hui. Bon, ça. Voilà. L'autre là dépend de si ça trouve qu'il t'aime. Les gens savent qu'il était d'accord avec son papa. Mais il t'a pas aimé à sa vie. Il veut même pas t'approcher. Toi, tu te bats pour prendre ses biens. Le bien que tu en as n'est pas tellement... Tu n'es pas fier avec ce bien. Je vois. Parce que quand tu passes, les gens vont dire, ah, lui... jusqu'à son père. Et comment tu vis? Comment tu fais pour vivre? Non, je vis maintenant parce que je suis majeur. J'ai appris un métier, j'ai un peu étudié, c'est pas tellement quoi. Mais je vis, j'ai un petit moto avec moi. Donc, je suis peintre. Ouais. D'accord. D'accord. Allez. Ma maman, elle est commerçante. Mais là où je vous parle, elle est malade. Elle est toujours à Farana? Elle est toujours à Farana. Et vous avez, monsieur Sidi Suleiman Ndiaye, on sait que il est assez solitaire dans son mode de vie. Il n'y a pas beaucoup de personnes autour de lui. Mais est-ce qu'il a des frères? Est-ce qu'il a des sœurs? Est-ce qu'ils sont au courant, s'ils existent, de cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti dans la grande famille. Dans la grande famille, premièrement, ils m'ont accueilli avec ma maman. La famille Ndiaye. Mais quand il est parti dire à la famille de ne plus m'accueillir, parce que là-bas aussi, tout le monde a peur de lui. Moi, ce que j'ai constaté de lui beaucoup, c'est que même s'il m'écoute, ou bien quand on le dira, il vit mal. Mon père vit mal. Il faut rester humain. Dans la vie, il faut rester humain. Bien. C'est le conseil que je vais lui donner. Le message est passé. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. On espère en tout cas que une solution sera trouvée évidemment face à cette situation. Merci beaucoup mon cher Ndiaye. Merci d'être passé nous voir. Bon, laissez-moi, je vais remercier mon avocat beaucoup, Maître Béa. Il fait bien son travail. Merci. Et merci Radio Espace. Voilà. Suite à la procédure, est-ce que vous allez continuer le combat au niveau de la procédure judiciaire, même si il vous semble que c'est... Sans l'agonie, jusqu'à la mort. Voilà. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin, mesdames et messieurs. Les grandes gueules continuent sur Espace. Radio Espace Guinée.
Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. On s'intéresse à cet autre sujet dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, ben oui, le colonel Doumbouya garde la confiance des Guinéens. Leur égard sur la CRIEF reste positif, de même que sur la composition donc du CNT. En revanche, dans l'ensemble, il réclame une transition de 2 ans et des élections organisées donc par une CENI technique. Ce sont là, du moins, en tout cas, quelques conclusions de la dernière étude de l'association guinéenne des sciences politiques sur les perceptions donc et attentes des Guinéens vis-à-vis de la transition et ses acteurs. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec Cabinet Foufana. Il faut le rappeler, le directeur exécutif de l'association guinéenne de sciences politiques. Il est avec nous sur ce plateau, vous le voyez à l'écran. On en parle dans un instant. On a écouté, mon cher Ahmed, ce jeune Ndiaye, voilà, à la recherche de son père. Écoutez, je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est son droit, et surtout qui vous a reconnu pour un départ et que maintenant qui vous rejette. Je pense que là où son père a quand même fauté, c'est de ne pas faire un document juridique pour assumer sa position. Parce que pour moi, sa position est claire. C'est de renoncer à sa paternité. Mais il n'a pas fait de document et là, on peut l'en vouloir. Vous savez, un enfant, comme on le dit, hein, c'est un innocent et il a besoin de protection. Évidemment. Mais quand on devient majeur, là, ça change de cadre. Mais même un majeur aussi a besoin de protection. Si il ne peut pas, à un certain niveau, par exemple, s'il a des problèmes, s'il est handicapé, il a un problème mental, tout ça. Donc, on appelle ça c'est la curatelle. Donc, ça, il peut demander aussi une assistance à ce niveau. Ouais. Mais, dans ce cas de figure, moi, je me pose quand même des questions. Je me dis qu'il y a des non-dits. Parce que vous avez vu dans ce studio, ça a été quand même signalé que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine vie des familles particulière. Pas d'autres enfants, tout ça. Moi, je suis amené à me poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas un positionnement que ce jeune qui est avec nous vise? Parce qu'aujourd'hui, ça, il faut le dire, s'il n'est pas là aujourd'hui, qui prend ses biens? Non, on a posé la question à Ahmed. Non, si, il a répondu à cette question, à dire que juste ce qu'il veut, c'est une reconnaissance. C'est aussi simple que ça. Mais il l'a dit. La reconnaissance existe. Oui. La reconnaissance existe déjà. Oui. Il dit qu'on a fait son baptême. Il a un extrait de naissance. Ça ne suffit pas. Non. Ouais. Ah, mais pourquoi vous parlez? Les grandes gueules. Alors, c'est de ça que je suis. Non, c'est de ça que je parle. Voilà, c'est de ça que je parle. Donc, je dis. Est-ce qu'il n'y a pas des non-dits? Des doutes. Voilà. Donc, je me dis qu'il y a des non-dits et que ces non-dits-là peuvent peut-être amener quand même ce jeune aujourd'hui à se battre pour qu'il soit reconnu et pleinement par son père afin de pouvoir bénéficier de son héritage s'il n'est plus là. Et aussi, quand on parle c'est vrai qu'il a dit oui, mais on aurait pu mettre son père en prison, tout ça par rapport à sa mère. Je dis non, parce que lui-même, il le signale qu'elle avait 20 ans à l'époque, donc elle n'était pas mineure. Le monsieur avait 28 ans. Voilà, même si elle était encore à l'école, mais voilà, donc ce n'est pas un motif pour emprisonner quelqu'un. Donc, je dis, ce qui reste clair, c'est que quand même à 39 ans, à sa place, là je parle de moi, ça suffit. Ouais. Je n'irai pas au procès avec mon père à 39 ans. Wow. Pour qu'il, non, je ne souhaite pas que tu vives ça. Je sais. Je parle. Maintenant, je vous dis qu'on a terminé avec ça. Je dis moi. Oui, je vous ai bien dit compris. Moi. Heureusement, c'est pas toi, mais. Voilà, j'ai dit moi. Oui. J'ai dit à 39 ans. J'ai dit bien à 39 ans, je suis peintre. Ben, je vais continuer mon boulot. Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, hein, mon cher. Allez-y, Tamba, pardon. Honnêtement, en venant dans ce studio, j'avais la même position. J'avais la même position au départ pour dire, mais à 39 ans, quand mon père refuse de me reconnaître, au-delà de tous les efforts que j'ai faits, je laisse tomber, je mène ma vie. Ouais. Parce que je la gagne par moi-même. Le jeune a une famille, je mène. Il a un enfant. Mais quand je l'ai écouté ce matin, je pense que ça a un peu changé pour moi.
ça a un peu changé parce qu'il dit des choses fortes. Il dit ce que je recherche, c'est ma dignité. Exact. Au fond, en fait, il est en quête d'identité. D'identité, oui, c'est bien dit. C'est son identité qu'il cherche. Les grandes gueules. Il dit plus loin, il dit, mais j'ai des enfants, j'ai une famille. Mes enfants vont vouloir savoir qui est leur grand-père, d'où je viens. La rupture, elle est brutale. Et ça touche quiconque. Ça touche quiconque. Mais plus loin, par rapport à tout ce qu'on pouvait gagner en tant que fils de Sidi Suleiman. 2 choses. Premièrement, Djiba l'a dit, il y a le testament que l'on peut écrire. Si Sidi ne veut pas léguer ses biens à ce fils, ben il peut le faire, il sait que c'est faisable. Mais une deuxième chose importante, et c'est là où on lui a posé la question. Il est très profond, hein, ce jeune. Il est très profond. On lui pose la question, mais est-ce que c'est pas ces biens que tu l'as? Il dit, mais en fait, pour le dire en d'autres termes, il dit, toi, tu serais fier de profiter de biens de quelqu'un qui ne t'aime pas, qui ne te porte pas dans son cœur? Non. Ouais. Ça, c'est de la dignité, ce monsieur. Ce qu'il dit là est très fort. Ouais. Et donc, moi, je dis encore une fois, mon regard du début de cette émission est maintenant fortement changé parce que il reste assez intéressant de l'écouter sur ce combat qu'il est en train de mener. C'est quiconque, on ne l'évalue pas beaucoup, Lamine. Mais le simple fait de dire, Jacques, tu es guinéen, c'est un privilège immense dont on ne mesure pas parfois la portée de dire ça, cette identité, de dire que voici tel est mon père. Les grandes gueules. Ça, c'est quelque chose. Et à mon avis, encore une fois, c'est un combat noble. J'espère qu'il pourra obtenir gain de cause là-dessus. Sidi Suleiman est libre d'en vouloir ou de pas en vouloir, mais de toute façon, devant la justice, ils pourront régler la situation. Allez-y, madame, voilà, pour clore. En fait, moi, je me mets à la place de l'enfant qu'il a. Je me demande quel enfant il a été. Imaginez, pendant l'enfance, pendant même que vous êtes enfant, on vous dit que votre père dit que vous n'êtes pas son fils. Vous grandissez avec ça. Jusqu'à aujourd'hui, imaginez ce que cet enfant-là peut vivre. Il vient en vacances à Conakry, il sait que son papa est là, mais il ne peut jamais voir son père. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais je ne sais pas pourquoi on entrave le dossier à la justice. On devrait permettre le dossier d'aller jusqu'au bout, d'aller au test ADN. C'est aussi simple que ça. Ils font le test ADN. Si c'est son fils, il le reconnaît. Si ce n'est pas son fils, ce n'est pas son fils. Mais avoir les deux, vous voyez que c'est le portrait craché de Sidi Suleiman Ndiaye. Mais nous, ici, on ne peut pas se permettre de dire ce que devrait dire la justice. C'est à la justice de trancher, d'aller jusqu'au bout, d'amener Sidi Suleiman Ndiaye. Il n'est pas au-dessus de la loi. C'est un citoyen guinéen qui porte plainte contre un autre citoyen guinéen et qui plus est une personnalité qui représente en quelque sorte la justice guinéenne parce que c'est un homme de droit. On devrait permettre que le droit soit dit, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on l'oblige à faire le test ADN pour que ce monsieur-là puisse être situé sur son sort. C'est un combat noble qu'il est en train d'être mené. C'est dur que de ne pas... Je ne peux même pas imaginer ce que cette femme a dû vivre pendant toute sa vie. Je ne pense pas qu'il ne reconnaît pas son enfant. Il reconnaît son enfant puisqu'il a fait son baptême. Il dit qu'il a... Il dit qu'il n'a pas d'enfant. Il a chassé le monsieur. Les grandes Une fois, gueules. nous on a reçu ce jeune-là ici. Oui, faire le baptême et dire après que tu n'as pas d'enfant. C'est 2 choses. Allez-y. C'est renoncer à son droit de paternité. Je pense qu'il a été clair. Il dit qu'il n'a pas d'enfant. Et il a répété plusieurs fois que lorsqu'il se déplace, il vient. L'argument qui est brandi par Maître Sidi Suleiman, c'est de dire qu'il n'a pas d'enfant. Donc il a coupé tout lien de parenté avec son fils. Et je pense que moi, c'est 2 choses. D'abord, c'est l'impact de ça psychologiquement pour l'enfant. Un enfant, quand même, c'est un ange. Et lorsque vous voyez vos amis avec leur famille, avec leur père, leur mère, et vous vous retrouvez dans une autre situation où vous êtes une personne en fait qui vit dans une situation assez solitaire, ça a des incidences sur d'abord l'éducation. C'est ce qui fait que dans certains pays développés, lorsque l'individu devient brutal ou lorsqu'il sort de la société, parfois on est même amené à aller chercher dans son enfance et voir effectivement s'il n'y a pas eu un déséquilibre social. Parce que souvent on est à l'image de la société. Ce que nous sommes, parfois, c'est conditionné par la société. Et heureusement, lui, il n'a pas été comme certains qui vont aller vers un comportement déviant, qui vont tomber dans les vices. Il a aujourd'hui un métier, et je pense qu'il peut être fier de ça. Mais l'un dans l'autre, c'est une quête d'identité. Et aujourd'hui, si on vous prend votre identité,
on vous a tout pris. Mais bien sûr. Vous êtes rien, en fait, c'est le néant. Allez-y. On peut même parler de chosification parfois, parce que après vous n'avez aucune identité, vous n'avez pas de point de repère. Le point de repère d'un enfant, en premier lieu, c'est son père. Parce que pour l'enfant, son père, c'est un héros, c'est un hors norme, et pour lui, le voir comme ça, je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné que la justice, cette justice, on va jamais cesser de le dire, c'est une justice aujourd'hui qui a été à l'origine de beaucoup de choses dans ce pays. Si mon père ne me reconnaît pas, il saura que j'ai une mère. Ahmed, c'est bon maintenant. Non, oui, mais après, vous ne pouvez pas le comprendre parce que si on va évoluer. Allez-y, on a notre invité. Allez-y. C'est pas, je disais à Ahmed à 9 tout à l'heure, je dis l'arbre généalogique, tu sais ce que c'est. Pour un enfant, ça peut pas se limiter à un père. Il faut que ça aille à un grand-père, à un arrière-grand-père. C'est ce que je dis. Il saura qu'il y a deux camps. Il y a le côté maternel et il y a le côté paternel. Pour les enfants de M. Ndiaye, ça pourrait se limiter à M. Ndiaye tout court. Ouais. Ça n'ira pas au grand-père. Exact. À plus forte raison à l'arrière-grand-père. Je crois que c'est ce qu'il recherche. C'est la recherche d'identité. Je souhaite tout simplement que la justice fasse son travail. Et je vois que le chemin est tracé puisque M. Sidi Suleiman a cherché des avocats d'après son fils qui était là, en tout cas tel qu'il se présente. Donc on va voir ce que ça va donner de ce côté. Mais il y a une chose, qu'il gagne ou qu'il perde du côté de la justice, l'extrait de naissance qu'il a et le discours qu'il tient, s'il en a la conviction vraiment que c'est son père, vraiment, ça reste entendu, quoi. Jacques, la meilleure preuve, c'est sa tête. Bien. Allez. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace. Dans un instant, l'invité. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée.
On en vient, on parle chiffres ce matin, mesdames et messieurs, évidemment, avec les sondages. Avec nous, mon cher cabinet Fofana. Bonjour, cabinet, bienvenue sur Espace. Bonjour, cher Lamine, et bonjour à tous. Bien. Mon cher Tamba, on s'intéresse à ce sujet. Les perceptions, la mesure des perceptions, mon cher cabinet, c'est pas forcément toujours aisé de les mesurer. Ce sont des choses, des données fluctuantes. Elles peuvent être ceci aujourd'hui, elles peuvent être ceci, cela après. Vous êtes intéressé donc aux perceptions des Guinéens, mais aussi à leurs attentes vis-à-vis de la transition et de ces acteurs. C'est dans le cadre d'un programme qui est financé par Otsiwa, le NDI. Par le NDI, par le NDI. Pour commencer, comment vous avez travaillé, sur quel échantillon vous avez travaillé, sur quelle étendue vous avez travaillé, quelles sont les principales trouvailles de cette étude? Merci beaucoup. Merci de la question. Il faut rappeler que cette étude s'inscrit dans le cadre de notre programme d'appui à la gouvernance. Qui n'est pas une première. Qui n'est pas une première. Ouais. La dernière remonte en septembre, juste donc une semaine après le putsch. Et c'est un fait de mesurer un peu l'opinion pour savoir un peu qu'est-ce que les gens pensaient du coup d'État. Est-ce qu'il est arrivé à un moment opportun ou comment ils percevaient tout cela. Et cette deuxième-là, on l'a voulu faire un peu une sorte de suivi, voir un peu est-ce que ça a évolué, en sachant bien évidemment que le débat était assez important, notamment sur la question de la durée de la transition et autres. Et c'est donc une étude qui se veut assez heuristique pour comprendre un peu les avis les plus agrégés sur la transition. Donc nous l'avons menée entre le 15 et le 28 mars. Cette précision est très importante parce que le sondage reste dynamique. Ça peut changer. Entre 2 jours, 3 jours, on a vu la foultitude d'études qui a été menée en France, notamment sur les intentions de vote et autres. Et nous avons, pour répondre à Tamba, nous avons ciblé 2000 personnes et 1906 personnes ont effectivement été sondées. Plutôt, les données de 1906 personnes ont été exploitées, ce qui fait plus de 80% donc de l'échantillon visé. Ok. D'accord. Et ça couvrait tout le territoire? Effectivement, ça couvrait tout le territoire. Nous sommes allés à la fois dans les communes urbaines, mais aussi dans les communes rurales, parce que reproche nous a souvent été fait comme quoi nous ne partons pas en milieu rural. Donc cette fois-ci, nous sommes allés au-delà des communes urbaines pour voir un peu, parce que l'objectif recherché était donc de voir socio-professionnellement comment les gens percevaient au-delà de l'influence médiatique, mais aussi de l'influence des discours politiques. D'accord. Alors, et quelles étaient les questions posées aux citoyens par rapport à la transition? L'échantillonnage surtout. Il a parlé déjà de l'échantillonnage. Quelles étaient les questions posées aux citoyens? Est-ce qu'il y avait une fiche? Effectivement, il y a un questionnaire qui fait quand même une bonne quarantaine de questions, donc reparties sur les préférences politiques. Les préférences politiques étaient en fait de savoir est-ce qu'ils avaient un penchant pour tel parti ou tel autre parti politique. Puis on a aussi mesuré un peu les préférences de système. Donc l'idée c'était de savoir quel type de régime politique ils voulaient. On a demandé de savoir comment ils pensaient de l'action de la CRIEF, du CNRD, surtout la cote de popularité du colonel Normandie. Moi j'ai un peu feuilleté le rapport. Et il y a une chose qui se distingue directement. Et c'est intéressant d'avoir introduit un critère, l'appartenance à un parti politique. Selon que l'on est ou pas d'un parti politique, vous êtes intéressé à ces sujets, mais on voit que dans la plupart des questions qui touchent au CNRD, qui touchent notamment à la CRIEF, qui touchent à la durée de la transition, l'opinion à l'UFDG est moins favorable à la junte que toutes les autres formations politiques, y compris le RPG, qui est quand même assez en mal aujourd'hui avec les autorités transitoires. Qu'en est-il et comment est-ce que vous êtes intéressé à l'expliquer? Oui, effectivement, c'est l'une des innovations qu'on a fait dans cette étude, parce que nous sommes dit de partir sur... on a fait le choix de 2 variables. C'était donc de croiser les données essentielles, donc les données primaires, avec les variables comme l'appartenance politique et aussi l'appartenance non politique. Et comme Tamba l'a dit, quand on prend par exemple la cote de popularité de Mamadi qui fait 62,48%, et j'ai vu que beaucoup de gens étaient étonnés de voir ceci, sauf qu'ils n'ont pas pris souvent le temps de regarder
la période. À la fois la période, mais ce qui était derrière, c'est 62%. Parce que si vous le disséquez, vous avez à la fois des gens qui ont très confiance à Mamadi, ceux qui ont simplement confiance à Mamadi. La nuance en sciences sociales est très importante parce qu'il faut sortir un peu d'une forme de manichéisme qui consiste à dire on est pour ou on est contre. Et là-dessus, si vous prenez par exemple, ceux qui disent qu'ils ont simplement confiance à Mamadi, ils font 36,4%. Et ceux qui ont très confiance en lui font 26,44%. Donc, quand vous prenez les deux, ce sont ceux qui ont quand même confiance à Mamadi. Et plus loin, comme pour répondre un peu à la question de Tamba, c'est que ceux qui sont politisés, ou plutôt ceux qui se sont déclarés n'étant pas proches d'un quelconque parti politique, donc les catégories populaires, donc c'est les agriculteurs, les paysans, les inoccupés, ceux-ci n'ont pas la même analyse que ceux qui sont politisés. Et là-dessus, par exemple, si vous prenez ceux qui disent qu'ils sont agriculteurs, 73% d'entre eux ont confiance à Mamadi. Ceux qui disent qu'ils sont des ouvriers, ils sont 60% de confiance. Mais en revanche, quand vous prenez l'UFDG, ceux qui nous ont déclaré, parce que la question était de savoir de quel parti politique vous sentez-vous proche. Donc la proximité, ce n'est pas forcément celui pour lequel vous avez voté, vous militez, mais celui pour lequel peut-être vous avez voté l'année dernière, à la dernière élection, ou celui pour lequel vous avez un penchant. Et ce sont donc des déclarations faites par les enquêtés. Et là-dessus, quand vous prenez ceux qui disent qu'ils ont confiance à Mamadi, à l'UFDG, ils font 43,89%. Et c'est seulement 12% d'entre eux qui disent qu'ils ont beaucoup confiance, qu'ils ont assez confiance à Mamadi. Donc vous voyez là que la différence, elle est très grande. Et en revanche, si vous prenez par exemple ceux qui nous ont déclaré être proches du RPG Arc-en-Ciel, ils sont autour de 73% avoir déclaré avoir confiance à Mamadi. Et je rappelle que ces données-là peuvent véritablement changer au-delà d'un moment à l'autre. Parce que la question, c'est pourquoi? Parce que sur les grandes questions, parce que Mamadi Doumbouya, d'accord, mais il y a la question du CNT, il y a la question de la durée de la transition, il y a même la CRIEF. Et vous avez posé une question, comment percevez, d'après vous, quelle est la vocation de la CRIEF? Est-ce que vos perceptions sur le travail de la CRIEF, est-ce un instrument pour combattre les leaders politiques, pour les exclure? Donc il y avait toutes ces questions, mais il y a une constance. À une seule exception près, il y a une constance, l'UFDG est moins favorable, en tout cas les répondants se déclarant être proches de l'UFDG sont moins favorables à la transition, aux actions de la transition, aux acteurs de la transition, que même les autres partis politiques. Ma question c'était, de ces constats, quel enseignement vous avez tiré? Est-ce que le sondage avait aussi vocation à chercher à comprendre les motivations de la rationalité qui se dégageait de ces constats-là? Effectivement, il y a des implications analytiques à ce niveau. Parce que quand vous prenez ceux qui ne sont pas politisés, ils n'ont pas les mêmes appréhensions, les mêmes objectifs que ceux qui disent qu'ils sont politisés. Et la raison, c'est que ceux qui sont proches des partis politiques ont envie que ça parte vite parce que chacun d'entre eux se trouve assez proche d'arriver au pouvoir. Donc, ce qui fait que ce sont eux qui ne veulent pas d'une transition longue. Et là-dessus, par exemple, sur la durée de la transition, ceux qui sont proches du RPG n'ont pas de problème que la transition prenne un peu de temps. Alors qu'à l'UFDG, on a envie que ça parte vite. Parce qu'avant, c'était autour d'un an et demi. Mais cette étude-là révèle que les gens ne souhaitent pas que ça excède 2 ans. Et là, par exemple, on se rend compte que les gens prennent en compte à la fois 2 choses. Premièrement, c'est qu'ils se disent, le CNRD a ouvert des chantiers, il faut donc les laisser aller vite. Il faut d'abord les laisser mettre ces actions-là en place. Et parmi lesquelles actions, la répression contre les crimes économiques. En fait, à l'UFDG, on n'a pas de problème avec ça. Mais par contre, on ne trouve pas bien que Mamadi ne dise pas effectivement quand est-ce qu'il va aller et la transition, qu'est-ce qu'il en fera. Parce qu'il y en a qui trouvent jusqu'à présent une sorte de flou sur le projet politique de Mamadi. Donc ça fait que ceux qui ne sont pas politisés n'ont pas assez de problème avec la durée de la transition, n'ont pas de problème avec le fait qu'on n'a pas de visibilité sur la transition. Eux, il y a des actions qui sont menées, c'est ce qui les intéresse. Alors qu'en revanche, de l'autre côté, ceux qui sont politisés pensent qu'il faut aller vite. Ils sont plus politiques. Alors, est-ce qu'on peut savoir par zone
quel est le pourcentage que vous avez donné par zone en faisant cette étude? Et on a l'impression que vous vous appesantissez beaucoup sur la question UFDG a pensé ceci. Ça répond à quoi exactement? Alors, vous savez, il y a un choix qu'on a fait. Pour cette étude-là, on n'a pas voulu faire du zonage. On n'a pas voulu chercher à savoir quelles sont les zones qui sont favorables et tout. On a fait un choix méthodologique, ou plutôt une prise de position qui consistait à voir qu'est-ce que pensent les gens politisés, qu'est-ce que pensent ceux qui ne sont pas politisés. Donc, on n'a pas fait ce... Et les grandes tendances, les grandes au niveau de l'UFDG, au niveau du RPG, en tout cas pour le moment. Exactement. Pour répondre à l'autre question, pourquoi se focaliser sur les partis politiques? Parce que justement... pourquoi l'UFDG? C'est ce que non, c'est pas que l'UFDG. C'est pas que l'UFDG. Pas l'UFDG et l'URPG. Oui, il n'y a pas que l'UFDG. Les 3 grands partis politiques, on s'y est intéressé. Et là-dessus, c'est le RPG entre le 15 mars et le 28 qui n'avait pas de problème avec une transition qui prendrait un petit moment, alors qu'à l'autre côté, à l'UFR et à l'UFDG notamment, on n'a pas envie que ça dure. Bien. Cabinet Fofana est avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules. Il faut le rappeler, il est le directeur exécutif de l'Association guinéenne de sciences politiques. Il est avec nous sur ce plateau. Allez-y, mon cher. Est-ce que l'étude a aussi ressorti les raisons de ces changements? Parce que vous le dites bien, au lendemain du coup d'État, vous aviez fait une étude qui avait ces résultats. Et puis aujourd'hui, ça a changé. Même la cote de popularité du colonel Doumbouya encore en hausse, mais pas maintenant comme au lendemain du coup d'État. Est-ce qu'il y a des raisons fondamentales qui ressortent dans cette étude qui expliquent, n'est-ce pas, ce changement? Ça, c'est la première question que je pose. C'est intéressant de comparer les... Oui, les écarts aussi. Et puis j'avais une autre question technique à poser aussi. Parce que je vois bien que moi, les études, ça m'intéresse. Vous n'avez certes pas les moyens comme les autres. En Europe, vous l'avez rappelé pour la France, ils ont pu même faire le jour de l'élection qui est sortie la nuit. Ça va très vite. Ça va très vite. Est-ce qu'ici, vos outils, c'est le contact direct? C'est le téléphone? Ou bien le téléphone? Quels sont les moyens que vous mettez à disposition pour la collecte? En fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous utilisons le questionnaire direct. En fait, c'est une passation par questionnaire direct. Ce qui a un peu changé il y a 4, 5, 6 ans quand je passais ici dans les Grandes Gueules, c'est que maintenant nous faisons le recueil avec des systèmes de collecte numérique. Donc vous avez Kobo Collect, donc qui vous permet donc de recueillir vite, mais aussi d'arriver à faire certaines choses. Par exemple, si vous prenez une question où vous demandez aux gens pour qui voteriez-vous et vous alignez un peu les noms, le plus souvent celui qui vient en premier a tendance à être plus cité. Donc avec ce système de collecte numérique, ça vous permet de changer tous les jours l'ordonnancement. Donc ça permet donc de donner à chaque candidat sur la liste d'avoir la même chance. Ce qui change un tout petit peu. Et aujourd'hui, le fait donc de pouvoir faire une étude via un système de collecte dématérialisé, ça permet donc d'aller vite, mais aussi d'avoir des données qui permettent donc de changer et de voir beaucoup plus mais à l'intérieur de l'étude. Et sur Mamadi, c'est que en septembre 2021, il était autour de 64% d'intention. Et la question sous-jacente à ça était de savoir, est-ce que vous pensez que le coup d'État est arrivé à un très bon moment? Et ce score-là n'a pas changé aujourd'hui. La majorité des gens, indépendamment de leur appartenance politique ou de leur catégorie socio-professionnelle, pensent que le coup d'État est arrivé au bon moment. Mais quand vous leur demandez ce qu'ils pensent de l'action de Mamadi, ceci a un peu changé parce qu'ils sont aujourd'hui moins de 30% qui disent qu'ils ont très confiance à Mamadi. Les grandes gueules. Et ceux qui disent par exemple qu'ils n'ont pas du tout confiance à Mamadi, si vous regardez, vous verrez qu'ils font à peu près 10%. Et il faut considérer l'autre aspect, c'est qu'il y a 5% qui n'ont pas voulu se prêter à cette question. Et ce chiffre-là me semble très important. Allez-y, Diba. Justement, je crois que vous êtes aussi allé sur les médias. Voilà, les médias, voilà, donc on voit un peu les chiffres aussi. Bon, c'est dynamique. Et qu'est-ce qui ressort de cette étude-là et comment vous avez procédé? Et pourquoi
où était le besoin de mesurer les taux d'audience pour une étude qui se préoccupe plus de la transition des entités, de la transition et des acteurs? Alors, une principale raison, c'était en fait de voir quel était le canal utilisé par les populations pour s'informer sur la transition. Donc même quand on a voulu faire de la médiamétrie, ou plutôt de l'étude de préférence médiatique, on a voulu centrer ça autour de la transition. Donc la question était de savoir quelle radio vous écoutez pour vous informer sur la transition. Et on aurait pu peut-être poser la question de savoir quel type de médias vous écoutez, et par la suite ceux qui disent qu'ils écoutent les radios, qu'on sache, qu'on voit un peu qui est-ce qui écoute le plus la radio. Donc ça ne porte pas spécifiquement, plutôt globalement sur tous les types de médias. On a voulu centrer ça sur les radios, et là-dessus Radio Espace est donc celle qui est la plus écoutée. Ensuite film, et puis vient Joma, et puis ensuite la RTG. Ouais. Allez-y, Jacques Livadel, dernière question. Oui, allez-y, madame. Je voulais faire un petit comparatif. Est-ce que vous l'avez dit au départ, c'est dynamique par rapport surtout à la cote de popularité du colonel Mamadi, avec une étude qui a été faite par StatView International, où plutôt, je pense que la préférence des Guinéens, notamment par rapport au CNRD, est en train de baisser, la cote est en train de baisser. Est-ce que c'est dû à la différence des périodes auxquelles les études ont été menées? Est-ce que vous pensez que c'est lié à ça? Oui, c'est bien cela. Je pense que l'étude de StatView est plus récente. Et puis, il y a aussi la question de formuler un peu. Nous, on a voulu nuancer le plus possible. Je pense que le StatView allait un peu plus dans les détails en cherchant à savoir, en croisant par exemple ceux qui trouvent que Mamadi est bien du point de vue des réformes économiques, d'autres des questions mémorielles et autres. Ils sont allés un peu plus dans ces détails-là. Mais ce que l'on a fait par la suite, vous avez en fait un suivi qualitatif qu'on a fait. Et ce suivi qualitatif révèle par exemple, quand bien même que les gens continuent avoir confiance à Mamadi en prenant bien évidemment en compte ces spécificités-là, ceux qui ont très confiance, qui ont seulement confiance, ils estiment que Mamadi devrait donner plus de lisibilité, de visibilité à la transition, et que le point final de cette transition soit donc l'élection d'un président élu démocratiquement, et que cela se fasse 2 ans après. Quelles sont les données que vous utilisez clairement? En fait, le suivi qualitatif consiste à répondre aux questions pourquoi et comment. Par exemple, les gens qui disent, quand on dit que Radio Espace est la plus écoutée, donc on cherche à savoir auprès de spécialistes des questions de médias, ceux qui font un peu les spécialistes des habitudes médiatiques, pour chercher à comprendre comment on explique aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a une sorte de reconfiguration un peu de l'espace médiatique, qu'est-ce que la Radio Espace continue à être la radio la plus écoutée. Et donc, le suivi qualitatif permet de répondre à ces questions. Okay, on peut faire confiance à la personne, mais en même temps avoir des craintes pour le processus. Est-ce qu'il y a eu ce volet-là pour savoir exactement, est-ce que les Guinéens ont des craintes aujourd'hui quant à la suite de cette transition? Oui, bien sûr. Une des craintes, c'est justement la CRIEF, par exemple. Il y en a qui pensent que la CRIEF est un instrument politique pour éliminer des cadres. Exactement. Alors même qu'ils pensent en grande partie que la CRIEF est bien et qu'elle sert un peu à mettre de l'ordre dans la gestion publique et autres. Mais voilà, ils ont un petit bémol sur la durée de la transition. Est-ce que la question a été posée à des citoyens, et c'est quoi les tendances? Absolument, c'est 2 ans. 2 ans. Et pour un tel travail, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous voyez, il y a une sorte de dichotomie. La plupart, dans le rapport que j'ai lu, disent oui, il faut poursuivre tous ceux qui ont géré. Il faut faire la lumière dans ça. Mais dès que tu touches à la CRIEF, ça devient attention, c'est un instrument d'élimination Exactement. C'est toute la beauté de cet exercice. Effectivement. Oui, pour un tel travail, l'AGSP a pu déployer combien de personnes sur le terrain pour le sondage? C'est une vingtaine d'enquêteurs avec 12 superviseurs et 2 coordinateurs. Ça nous a coûté $10 000. Il faut rappeler ici que ça a été payé par le NDI, dont on remercie
ici pour cet appui. Bien. Cabinet Fofana, merci beaucoup mon cher cabinet d'être passé nous voir. Merci vraiment. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Un grand merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission, à la régie, à Mafata Sano, à toute l'équipe de ce côté, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Et sur Espace, à midi, vous avez rendez-vous avec Bangali Ansané. Espace Première pour votre plaisir si vous nous regardez à la télévision. Et l'émission, la nuit, c'est Aïssa Toussané que vous allez retrouver. Miss Eben pour le 19h45. Prenez soin de vous. À demain.